Sa femme de chambre avait démissionné. Mais le millionnaire pleura en découvrant la raison, l'humiliation qui avait fait déborder le vase. « Tu es incapable, complètement incapable. Sais-tu ce que vaut cette bouteille de Romanée Conti? Plus que ce que tu gagnerais en 3 mois de travail. » Les mots frappèrent le salon comme un coup de feu. 24 personnes cessèrent de respirer en même temps. Les coupes en cristal baccarat reflétaient la lumière du lustre en cristal de Bohême, d'une valeur de 500 000 €, et sur le sol brillaient les restes du vin rouge le plus cher, qui n'ait jamais franchi le seuil de cet hôtel particulier. Capucine Moreau était à genoux sur le marbre de Carrare, ramassant les fragments de la bouteille brisée avec des mains qui ne tremblaient pas, bien qu'elles auraient dû le faire, tandis que M. Alexandre Dubois la foudroyait du haut de son mètre 90 avec le regard de celui qui écrase un insecte. Capucine avait 28 ans. Elle travaillait dans cette maison depuis 3 ans. 3 ans à se lever avant le soleil, à repasser des cols de chemise avec la précision d'une chirurgienne, à se souvenir que monsieur n'aimait pas le sucre dans son café du mardi, mais le demandait avec de la cassonade le dimanche, à prendre soin de chaque détail, comme si l'hôtel particulier était un organisme vivant qu'elle maintenait en vie. 3 ans sans être en retard un seul jour, sans rien casser, sans se tromper. Et puis vint cette nuit. Le dîner était en l'honneur du partenaire le plus important d'Alexandre Dubois, monsieur Étienne Laurent, propriétaire de plusieurs chaînes d'hôtels dans le sud-ouest, homme aux manières si raffinées qu'il mangeait la soupe sans faire de bruit, et n'avait jamais élevé la voix en public de sa vie. Les autres invités étaient des architectes, des notaires, 2 députés et leurs épouses, une actrice à la retraite avec 3 ex-maris aux noms illustres et l'avocat le plus cher de Paris. C'était, en somme, la nuit où l'image d'Alexandre Dubois devait briller comme le marbre de son propre hall d'entrée. Capucine avait servi les 3 premières bouteilles sans une seule erreur. Elle avait apporté les entrées à temps, avait retiré les plats de la bonne main, avait rempli les verres sans verser une seule goutte sur les nappes en lin belge. Mais au moment où elle s'approcha du bout de la table pour servir M. Laurent, M. Dubois retira brusquement sa chaise pour s'adosser avec ce geste de propriétaire du monde qui était le sien, et le dossier frappa le plateau de Capucine avec suffisamment de force pour que la bouteille, déjà ouverte et prête à être servie, perde l'équilibre et s'écrase sur le marbre dans une explosion de verre et de vin rouge qui éclaboussa la nappe, le bord de la table et la chaussure gauche de M. Laurent. Le silence qui s'ensuivit fut de ceux qui font mal. Alexandre Dubois se leva et parla. Il ne baissa pas la voix, ne s'approcha pas discrètement, n'attendit pas que les invités détournent le regard pour la réprimander. Au contraire, il parla avec la clarté et le volume de celui qui sait qu'il a un public et croit le mériter. « Tu es incapable, complètement incapable. » Capucine ne répondit pas. Elle s'accroupit immédiatement, ramassant les fragments avec ses mains à peine protégées par le tablier et gardant la tête baissée. En elle, quelque chose se brisait avec beaucoup plus de précaution que le verre, mais son visage ne le montrait pas. Son visage ne montrait jamais rien. C'était l'une des choses qu'Alexandre Dubois n'avait jamais valorisées. L'extraordinaire dignité de cette femme, dans les moments où toute autre personne aurait pleuré ou répliqué. 3 ans à travailler ici et tu ne sais toujours pas porter une bouteille. 3 ans, moi, en 3 ans, j'ai construit un immeuble de 22 étages. Toi, en 3 ans, tu n'as même pas appris à marcher droit. Monsieur Laurent toussa légèrement. L'actrice à la retraite regarda sa coupe avec cette concentration qu'ont les personnes éduquées lorsqu'elles veulent faire semblant de ne pas entendre ce qu'elles entendent. L'une des épouses des députés se mordit la lèvre. Capucine continua de ramasser les verres. « Et ne me regarde pas comme si j'étais fautif. »« Regardez-la » dit Alexandre, ouvrant les mains vers ses invités, comme s'il présentait une preuve irréfutable. 20 ans de métier, et elle continue de casser des choses. Capucine avait 3 ans dans cette maison, pas 20, et elle était dans le métier depuis ses 6 ans, quand elle quitta l'Auvergne pour venir travailler à Paris. D'abord dans un appartement de classe moyenne dans le 7e arrondissement, puis dans une résidence du 8e, puis ici. 12 ans de travail sans un seul accident grave, sans une seule plainte documentée, sans une seule assiette cassée. Mais Alexandre Dubois ne le savait pas, parce qu'il n'avait jamais pris la peine de le savoir. Ramasse tout ça et disparaît de ma vue. Nous parlerons demain de ce qui sera déduit de ton salaire. Capucine termina de ramasser les derniers fragments. Elle se releva lentement. Elle soutint le regard d'Alexandre Dubois exactement 2 secondes. Ni une de plus, ni une de moins. Puis elle se retourna et marcha vers la cuisine d'un pas ferme et silencieux, comme toujours. Derrière elle, elle entendit M. Laurent dire avec une amabilité forcée qui prétendait sauver la soirée « Alexandre, ce sont des choses qui arrivent ». Et elle entendit Alexandre lui répondre quelque chose qu'elle ne voulut pas entendre. Dans la cuisine, Colette, la cuisinière de 52 ans, qui était dans cette maison depuis 7 ans et qui était la seule personne avec qui Capucine prenait son café le dimanche, la vit entrer et sut immédiatement. Elle ne dit rien,
posa seulement la main sur son épaule un instant puis se retourna pour continuer le plat suivant, car c'était ainsi que fonctionnaient les cuisines des riches. On continuait, même si on mourait à l'intérieur. Capucine se lava les mains dans l'évier en acier. L'eau entraîna une petite ligne de sang. Un fragment de verre lui avait coupé l'index droit, sans qu'elle le remarque. Elle le vit sans surprise. Elle couvrit la coupure avec le torchon le plus proche et serra. Dehors, dans la salle à manger, M. Dubois avait déjà repris la conversation avec ses invités comme si rien ne s'était passé. C'était le plus difficile. Pas le cri, pas l'humiliation publique, pas la menace de la retenue sur salaire. Le plus difficile était que pour lui, en effet, rien ne s'était passé. Capucine lâcha le torchon. La coupure était petite. Elle avait déjà cessé de saigner. Elle monta les escaliers de service, les mêmes qu'elle montait et descendait 40 fois par jour, sans que personne ne la remarque, et arriva dans sa chambre au 3e étage, 4 mètres carrés avec un lit simple, une armoire étroite, une petite fenêtre donnant sur le jardin arrière et une table de chevet où elle avait ses 3 livres, son chapelet et la photographie de sa grand-mère Simone. Elle s'assit au bord du lit, regarda la photographie un long moment, puis se leva, ouvrit l'armoire et sortit les 2 valises en cuir marron qu'elle avait apportées de l'Auvergne 12 ans auparavant et commença à plier ses vêtements. Elle ne pleurait pas, ne tremblait pas, ne maudissait pas. Elle pliait chaque vêtement avec le même soin qu'elle mettait toujours à faire les choses, avec précision, avec calme, avec la sereine détermination de celle qui a pris une décision irrévocable et n'a plus besoin de se convaincre de rien. Elle plia l'uniforme bleu et blanc, le plaça par-dessus tout, bien plié, comme une note finale. Dehors, au loin, on entendait les rires de la salle à manger, la lettre et la démission. Monsieur Jean disait qu'en 30 ans de service, il avait vu partir de cette maison des cuisinières, des jardiniers, des chauffeurs, des valets et même un chef français qui était arrivé avec ses propres couteaux et était parti sans dire au revoir. Mais il n'avait jamais vu personne partir comme Capucine Moreau ce mardi matin. Il la trouva à 6h40, alors qu'il descendait préparer le petit déjeuner de monsieur. Elle se tenait debout près du bureau de la bibliothèque, avec son manteau de laine bordeaux, les 2 valises en cuir marron à ses pieds, et l'uniforme plié sur son bras gauche. Il n'y avait pas de sac en plastique, pas de carton improvisé avec des affaires à moitié rangées. Tout ce qui appartenait à Capucine tenait dans ces 2 valises, parce que Capucine n'avait jamais accumulé plus que ce qu'elle pouvait porter seule. Sur le bureau, il y avait une enveloppe blanche sans ornement avec 2 mots écrits à la main dans le coin supérieur. Monsieur Dubois. Capucine, dit Monsieur Jean, et dans sa voix il y avait quelque chose qui apparaissait rarement, de l'urgence. Bonjour, Monsieur Jean, répondit-elle de sa voix habituelle. Attendez, parlez-moi d'abord. Tout est déjà dit. Il était fâché hier soir. Vous savez comment il est quand il y a des invités importants. Ne le prenez pas à. Je ne le prends d'aucune manière, l'interrompit-elle doucement, mais sans faille. J'ai déjà pris ma décision. L'uniforme est propre et repassé. L'enveloppe contient ma démission et les instructions de remise pour les tâches en cours que je laisse. Rien n'est inachevé. Monsieur Jean la regarda. Il avait 70 ans et avait appris à reconnaître quand quelqu'un avait pris une décision sans retour possible. Capucine avait ce visage. Ce n'était pas le visage de quelqu'un de fâché ni de quelqu'un de blessé qui cherche à être convaincu. C'était le visage de quelqu'un qui en avait fini. « Où vas-tu » demanda-t-il, car il ne lui vint rien d'autre à demander. « Chez ma grand-mère quelques jours. Ensuite, je verrai. » Capucine plaça l'uniforme sur le bureau à côté de l'enveloppe. Elle le caressa une fois de la paume de la main, comme pour lui dire au revoir. Puis elle prit les valises, une dans chaque main, et marcha vers la porte principale. Monsieur Jean resta à regarder l'enveloppe. Il avait l'horrible sensation que quelque chose de très important était en train de se passer et que lui, comme toujours, arriverait trop tard pour l'empêcher. Alexandre Dubois se réveilla à 8h17, comme tous les jours. Douche de 4 minutes, café dans le bureau, consultation des emails. C'était un mardi matin sans rendez-vous urgent, ce qui, dans son emploi du temps, signifiait seulement 3 réunions au lieu de 6. Il s'habilla avec la chemise bleu marine que Capucine avait laissé repasser la veille, bien qu'il n'y pensât pas parce qu'il n'y pensait jamais, et descendit à la salle à manger espérant que le café serait déjà prêt. Il l'était, mais ce fut Monsieur Jean qui le lui apporta, pas Capucine. « Où est la jeune femme ?» demanda Alexandre, sans lever les yeux de son téléphone. Monsieur Jean posa le plateau sur la table avec plus de soin que d'habitude. Puis il plaça l'enveloppe blanche à côté de la tasse. « Elle est partie, monsieur. » Alexandre leva les yeux. « Quoi ? Capucine est partie ce matin. Elle vous a laissé ceci. » Alexandre prit l'enveloppe avec cette parcimonie irritante qu'il avait pour tout ce qu'il considérait comme une affaire mineure. Il l'ouvrit sans se presser, en sortit une feuille, la lut. C'était une lettre écrite à la main de la petite écriture soignée de Capucine, dans laquelle elle communiquait formellement sa démission de son poste de femme de chambre à la résidence Dubois,
avec effet immédiat. Elle indiquait qu'elle renonçait à toute compensation en attente et qu'elle n'avait pas besoin de lettre de recommandation. Elle remerciait M. Dubois pour les 3 années de travail. Elle signait de son nom complet et de sa signature, et à la fin une seule ligne détachée, séparée du reste par un espace. « Tu ne mérites pas d'en connaître la raison. » Alexandre lut cette ligne 2 fois, puis plia la lettre et la laissa sur la table. « Qu'elle vienne, je veux lui parler. Elle n'est plus à la maison, monsieur. »« Comment ça? Elle n'est plus là. Où est-elle allée? » Elle ne l'a pas dit. Alexandre but une gorgée de café. Il regarda par la fenêtre vers le jardin. Les arroseurs automatiques étaient en marche, et la pelouse brillait de ce vert obscène des choses qui coûtent de l'argent. Pendant 4 secondes, il ne dit rien. « Bien, » dit-il en posant la tasse. « Appelez l'agence et dites-leur d'envoyer quelqu'un cette semaine. »« Oui, monsieur. » Monsieur Jean ramassa le plateau et se retira. Alexandre retourna au téléphone, mais la ligne restait là, dans le pli de la lettre sur la table. « Tu ne mérites pas d'en connaître la raison. » Il la regarda du coin de l'œil une fois de plus, fronça légèrement les sourcils, comme devant un compte qui ne tourne pas rond, puis se leva et alla à son bureau. Ce qu'Alexandre Dubois ne savait pas, et que Monsieur Jean découvrit 3 heures plus tard en consultant les livres de compte de la maison pour des raisons complètement différentes, c'est que Capucine Moreau n'avait pas encaissé ses 4 derniers salaires, 4 mois, 6 semaines. Chaque vendredi, le virement automatique avait été rejeté parce que le compte bancaire de Capucine était clôturé et elle n'avait rien dit. Monsieur Jean le savait parce qu'il administrait les paiements de la maison et avait vu l'historique des virements échoués, mais il avait voulu supposer que Capucine avait ses raisons de ne pas le réclamer. Ce qu'il ne savait pas, c'était où était passé cet argent. Il chercha, fouilla les tiroirs de la chambre de Capucine, déjà vide, propre, sans trace de la présence de quelqu'un, et ne trouva qu'une seule chose qu'elle avait oubliée ou peu, être laissée exprès, glissée sous le matelas, une liasse de reçus pliés, des reçus de l'hôpital Pitié, Salpêtrière, service d'oncologie. Nom du patient, Geneviève Dubois, mère de monsieur. Monsieur Jean s'assit au bord du lit vide et regarda ses papiers pendant un temps qu'il ne sut compter. Madame Geneviève avait été hospitalisée les 4 derniers mois dans une chambre privée de l'hôpital public. Alexandre le savait. Il payait les frais principaux, mais ne posait jamais de questions sur les détails, car il déléguait cela à la comptable. Ce que ni Alexandre ni la comptable ne savaient, c'est qu'il y avait des traitements supplémentaires, des études spécifiques, des médicaments de haute spécialité que l'assurance ne couvrait pas, et qu'Alexandre, avec toute sa fortune, n'avait pas couvert simplement parce que personne ne l'en avait informé. Personne, sauf Capucine. Les reçus totalisaient presque exactement 4 salaires de femme de chambre. Monsieur Jean plia les papiers avec des mains qui tremblaient un peu, les rangea dans la poche de sa veste, puis resta assis dans cette pièce vide et silencieuse, regardant la petite fenêtre qui donnait sur le jardin, et pensa au visage de Capucine quand elle avait dit « tout est déjà dit », et à la façon dont ses yeux ne montraient rien, absolument rien, et il se demanda combien d'efforts devait coûter un tel silence. Beaucoup, conclut-il, ça devait coûter énormément. Il se leva, alla au bureau de M. Dubois, frappa 2 fois. « Monsieur, dit-il depuis le seuil, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Alexandre leva les yeux de son bureau avec cette expression d'impatience contrôlée qu'il avait lorsqu'il était interrompu. M. Jean entra, referma la porte derrière lui et plaça les reçus sur le bureau sans dire un mot de plus. Alexandre les regarda, les prit, lut le premier quelque chose sur son visage, l'espace d'un très bref instant, cessa d'être ce qu'il était toujours, le secret que garde la maison. Alexandre Dubois n'était pas un homme qui restait sans voix. En 20 ans d'affaires, il avait négocié des contrats de plusieurs millions d'euros en 3 langues. Il avait fait face à des partenaires qui lui mentaient en face sans sourciller. Il avait reçu des nouvelles de faillite, de poursuite et de trahison avec la même froideur que d'autres hommes reçoivent le bulletin météorologique. Il avait toujours une réponse à tout. C'était une partie de ce qui le rendait redoutable en salle de réunion et épuisant lors d'un dîner de famille, mais maintenant il tenait en main une liasse de reçus de l'hôpital public et ne disait rien. Monsieur Jean attendait debout devant le bureau, les mains jointes derrière le dos, dans cette posture de majordome à l'ancienne qu'il avait apprise de son propre père et qui signifiait « Je suis là, mais le prochain mouvement vous appartient ». Alexandre passa le premier reçu au fond de la liasse, lut le deuxième, puis le troisième. Les 4 mois de paiement y étaient détaillés, avec la minutie de celui qui savait qu'un jour quelqu'un les examinerait. Date, objet, montant, tampon de l'hôpital, examen par résonance magnétique, séance de chimiothérapie de 2e ligne, médicaments au nom imprononçable, dont le coût par dose était supérieur au salaire hebdomadaire de Capucine. Et ainsi semaine après semaine pendant 4 mois. Cela ne peut pas être, dit Alexandre. Ce n'était pas une négation, c'était une question déguisée. Les reçus sont au nom de Madame Geneviève, monsieur,
Et ils sont payés. J'ai vérifié avec l'hôpital ce matin par téléphone. Avec quel argent? Monsieur Jean ne répondit pas immédiatement. Alexandre leva les yeux de la liasse et le regarda. Ces 4 derniers salaires, monsieur. Le système de virement les enregistre comme rejetés depuis 4 mois. Capucine n'a jamais réclamé l'erreur, n'a jamais rien dit. Le silence qui suivit était différent de celui de la veille. Celui de la veille avait été le silence de la honte d'autrui, celui qui se produit lorsqu'un homme puissant crie sur quelqu'un qui ne peut pas lui répondre. C'était un autre type de silence. C'était le silence de celui qui vient de voir quelque chose qu'il ne peut pas dévoir. « Pourquoi » demanda Alexandre, et la question sonna plus petite qu'il n'aurait voulu. « Je ne sais pas, monsieur. Elle ne me l'a pas dit. » Alexandre laissa les reçus sur le bureau, les aligna avec le bord de la table, ce geste mécanique qu'il avait lorsqu'il avait besoin de faire quelque chose de ses mains tout en pensant. Puis il se leva et alla à la fenêtre. Le jardin était parfaitement taillé, les haies en angle qui ne se produisaient pas dans la nature, les fleurs disposées par couleur, comme si quelqu'un avait décidé que même les plantes devaient obéir à un ordre. « Ma mère sait quelque chose », dit-il sans se retourner. « C'est possible, monsieur. Quelqu'un d'autre dans la maison le savait ?» Monsieur Jean hésita un instant honnête. « J'ai vu les registres des virements échoués. J'ai supposé que Capucine avait une raison. Je n'ai pas demandé. » Alexandre se retourna. « Tu n'as pas demandé ?»« Non, monsieur. » Il y eut quelque chose dans le regard d'Alexandre à ce moment-là que monsieur Jean ne sut pas déchiffrer entièrement. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus inconfortable que la colère. Quelque chose que monsieur Dubois ne savait clairement pas où placer. « Appelez l'hôpital, » dit-il enfin. « Je veux parler au médecin de ma mère aujourd'hui. Et Capucine, monsieur. » Alexandre ramassa les reçus du bureau et les rangea dans le tiroir supérieur, avec ce mouvement de celui qui classe un problème pour plus tard. Puis il se rassit devant son ordinateur. « Je m'en occupe, » dit monsieur Jean. Il acquiesça, fit demi-tour et sortit. Dans le couloir, il s'arrêta un instant. Il sortit de sa poche le chapelet qu'il portait toujours, un chapelet en bois d'olivier que sa femme lui avait offert avant de mourir, et le serra une fois entre ses doigts. Puis il le rangea et continua de marcher. Le docteur Antoine Leroy était en oncologie depuis 18 ans et avait appris à ne plus être surpris par presque rien. Il avait vu des familles riches qui ne visitaient pas leurs malades pendant des semaines, et des familles pauvres qui dormaient sur les bancs du couloir plutôt que de laisser les leurs seuls. Il avait vu des hommes qui pleuraient et des hommes qui signaient des papiers sans lire. Il avait tout vu, mais l'appel d'Alexandre Dubois le prit tout de même un peu au dépourvu. « Quand avez-vous détecté la nécessité de ce traitement additionnel ?» demanda Alexandre sans longue salutation, avec cette efficacité sèche qu'il utilisait dans tous les contextes, comme si le monde entier était une réunion d'affaires. Le docteur Leroy consulta le dossier sur écran. « Il y a environ 5 mois, Monsieur Dubois, nous avons identifié que la réponse de votre mère au protocole principal était insuffisante. Nous lui avons proposé une deuxième ligne de traitement qui n'est pas couverte par l'assurance. Et qui a autorisé ce traitement ? Une brève pause. Une personne qui a dit être une proche de Madame Capucine Moreau a signé les documents et a couvert les paiements ponctuellement. Nous avons supposé que vous étiez informé. » Alexandre ferma les yeux exactement une seconde. « Et ma mère, comment va-t-elle maintenant ?» Elle répond « Très bien, monsieur. La deuxième ligne de traitement a été la bonne décision. Si elle n'avait pas été initiée quand elle l'a été, le docteur choisit ses mots avec le soin que donnent les années à annoncer de mauvaises nouvelles, le pronostic aurait été considérablement différent. » Alexandre raccrocha, resta le téléphone à la main, regardant l'écran sombre. Le pronostic aurait été considérablement différent. Ce que le docteur n'avait pas dit à voix haute, parce que les médecins apprennent à ne pas le dire ainsi, si directement, c'est que sa mère ne serait probablement pas en vie si quelqu'un n'avait pas agi à temps. Quelqu'un qui n'était pas lui, quelqu'un qui ne gagnait pas en 1 an ce qu'il dépensait pour un dîner d'affaires. Quelqu'un qu'il avait traité d'incapable devant 24 personnes. Alexandre Dubois se leva de son bureau et alla au grand vitrail du bureau. De là, il pouvait voir l'entrée principale de l'hôtel particulier. Les escaliers de marbre, les colonnes, la fontaine en pierre de taille qu'il avait fait venir de Bourgogne. Tout construit avec son argent, avec ses efforts, avec les bonnes décisions qu'il avait prises en 20 ans de travail sans relâche. Mais à ce moment-là, en regardant cette entrée parfaite et vide, il avait du mal à se souvenir pourquoi il avait voulu la construire. Cet après-midi-là, Monsieur Jean alla dans la chambre de Capucine pour la 2e fois. Il ne cherchait rien, il voulait juste s'asseoir un moment dans ce petit espace silencieux, comme on visite la chambre de quelqu'un qui est parti. La fenêtre donnait toujours sur le jardin arrière. Le soleil de 5 heures de l'après-midi entrait en diagonale et faisait apparaître la poussière dans l'air comme quelque chose de beau. Monsieur Jean s'assit au bord du lit et regarda la tache pâle que la table de chevet avait laissée sur le mur, un rectangle plus clair que le reste, où les années avaient protégé la couleur originale de la peinture. C'est là que Capucine avait eu ses 3 livres. C'est là qu'elle avait eu le chapelet.
C'est là qu'elle avait eu la photographie de sa grand-mère. Monsieur Jean pensa aux 3 ans que cette femme avait vécu dans cette chambre de 4 mètres carrés, prenant soin d'une maison qui n'était pas la sienne, d'une famille qui n'était pas la sienne, d'une femme malade qui n'était pas la sienne, payant de son propre salaire les traitements que personne d'autre n'avait eu l'attention de voir. Et il pensa à Monsieur Dubois en bas avec ses reçus dans le tiroir, et son visage d'homme à qui l'on a bougé quelque chose qu'il croyait inamovible. « Quel sacré monsieur !» murmura Monsieur Jean à voix très basse, avec le respect fatigué de celui qui dit la même chose depuis 30 ans, sans que cela serve à rien. Puis il se leva, sortit le chapelet de sa poche, et récita un mystère entier dans cette chambre vide pour Capucine, parce qu'elle le méritait et parce que quelqu'un devait le faire. Le passé qu'Alexandre ignorait. Il y avait une règle non écrite dans l'hôtel particulier des Dubois, que tout le monde respectait sans que personne ne l'ait dicté. Ne pas parler de monsieur quand monsieur n'était pas là, et ne pas parler de monsieur quand monsieur était là. Monsieur Jean l'appelait en privé la loi du silence arrangeant, et il observait depuis 30 ans comment cette loi protégeait Alexandre Dubois de connaître des choses qu'il lui aurait été bon de savoir. Cette nuit-là, cependant, Monsieur Jean brisa la règle. Il le fit parce qu'Alexandre le lui demanda, et il le fit parce qu'à 70 ans, Monsieur Jean était arrivé à la conclusion qu'il y a des moments où le silence arrangeant cesse d'être arrangeant pour quiconque. Ils s'assirent dans le bureau après le dîner. Monsieur avec son whisky, Monsieur Jean avec un verre d'eau, car il ne buvait jamais d'alcool pendant les heures de travail, et ces heures de travail se terminaient quand la journée se terminait, c'est à dire jamais. « Parlez-moi d'elle », dit Alexandre. Il ne dit pas « Parlez-moi de Capucine ». Il dit d'elle comme si la nommer était quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à faire naturellement. Monsieur Jean posa le verre sur la petite table latérale et réfléchit par où commencer. Il choisit le début, parce que le début expliquait tout le reste. Capucine est arrivée dans cette maison il y a 3 ans avec 2 valises et une lettre de recommandation de Madame Catherine Leclerc du 8e arrondissement. Madame Leclerc m'a dit avant de l'envoyer que c'était la meilleure personne qu'elle ait eue chez elle en 40 ans de service. C'était ses mots exacts. Monsieur Jean fit une pause. J'ai travaillé avec beaucoup de monde, monsieur. En 30 ans de métier, j'ai tout vu. Et je vous dis que dès la première semaine, j'ai su que Capucine était différente. Différente comme différente en ce qu'elle remarquait des choses. Non seulement elle faisait son travail, elle remarquait quand quelque chose n'était pas à sa place avant que quelqu'un ne le dise. Elle remarquait quand quelqu'un dans la maison n'allait pas bien. Monsieur Jean choisit les mots suivants avec soin. C'est Capucine qui a remarqué il y a presque 6 mois que Madame Geneviève perdait du poids d'une manière qui n'était pas normale, qu'elle se fatiguait en montant les escaliers, alors qu'avant elle ne le faisait pas, que la couleur de sa peau avait changé. Alexandre ne dit rien. Il écoutait. Elle m'en a parlé à moi en premier. Elle m'a dit « Monsieur Jean, Madame n'est pas bien. Quelqu'un devrait l'emmener chez le médecin. J'ai parlé avec vous. Vous vous souvenez. Je vous ai dit que Madame Geneviève avait l'air fatiguée. » Alexandre fronça légèrement les sourcils. Il s'en souvenait vaguement. Une mention en passant, un mardi d'emploi du temps chargé, il avait dit qu'il appellerait le médecin traitant, et il l'avait fait. Oui, mais des semaines plus tard, et le médecin traitant avait dit que c'était le stress et l'âge, et Alexandre avait classé ce diagnostic avec le soulagement de celui qui ne veut pas approfondir. Capucine ne s'en est pas tenue là, continua Monsieur Jean. Elle a cherché des informations de son côté, a parlé directement au médecin traitant de Madame Geneviève, et lui a décrit les symptômes avec une précision qui, comme me l'a raconté le docteur Bernard lui-même ensuite, n'était pas la description d'une femme de chambre préoccupée, c'était la description de quelqu'un qui savait ce qu'il cherchait. Alexandre posa le verre de whisky sur le bureau. « Que voulez-vous dire par là ?» Monsieur Jean sortit un papier plié de la poche de sa veste, le déplia calmement et le fit glisser sur le bureau vers Alexandre. C'était une photocopie d'une attestation d'études universitaires. Faculté de médecine, Université Paris-Cité. Nom. Capucine Moreau. 2 ans de cursus accompli, 1er et 2e semestre. Alexandre la regarda. Elle a étudié la médecine, dit-il. 2 ans. Elle a arrêté à 18 ans. Sa famille n'avait pas les moyens de continuer et elle était l'aînée de 4 frères et sœurs. Elle a commencé à travailler d'abord dans le 7e arrondissement, puis dans le 8e, puis ici, mais elle n'a jamais cessé de lire. Elle avait des livres de médecine dans sa chambre, monsieur. Je les ai vus plusieurs fois quand je montais. Ils étaient annotés, soulignés comme par une étudiante. Alexandre tint l'attestation d'études un moment, puis la laissa sur le bureau sans la lâcher entièrement, comme s'il avait encore besoin du contact avec quelque chose de concret. Alors, c'est elle qui a identifié le problème de ma mère. C'est elle qui a insisté jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute. Le docteur Bernard a renvoyé à l'hôpital Pitié, Salpêtrière, parce que ses symptômes nécessitaient des études plus spécialisées. Et c'est à l'hôpital Pitié, Salpêtrière, que le docteur Leroy a diagnostiqué lymphome, monsieur, à un stade où il était encore traitable. Le mot lymphome tomba sur le bureau comme une pierre sur une eau immobile. Alexandre l'avait déjà entendu.
Le docteur Leroy le lui avait dit avec toute la neutralité clinique d'un homme qui prononce ce terme 10 fois par jour. Mais l'entendre maintenant dans ce contexte, de la bouche de Monsieur Jean, dans la solitude du bureau où tout était calme, avait un poids différent. Et quand ma mère a commencé le traitement, demanda Alexandre d'une voix qu'il reconnut lui-même comme plus tendue que d'habitude. Capucine l'a accompagnée, pas toutes les fois, parce qu'elle avait ses devoirs ici et ne voulait pas que vous le sachiez. Et Monsieur Jean s'arrêta un instant, et parce que Madame Geneviève lui a demandé de ne rien vous dire. Elle lui a dit que vous aviez beaucoup de travail et qu'elle ne voulait pas vous inquiéter. Alexandre serra la mâchoire. Ma mère lui a demandé de me le cacher. Madame Geneviève a ses raisons, monsieur. Elle les a toujours eues. Je ne suis pas qui je suis pour les juger. Il y eut un long silence. Alexandre se leva, alla à la fenêtre, revint. Ce mouvement d'animal en cage qui lui apparaissait lorsqu'il traitait quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Et l'argent? Pourquoi n'a-t-elle pas réclamé ses salaires? Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit qu'il y avait un problème avec les virements? Monsieur Jean prit son verre d'eau, le tint sans boire. Je crois que je sais, monsieur, bien que Capucine ne me l'ait pas dit directement. Le 4e mois, quand le traitement devenait plus coûteux, Madame Geneviève a dit à Capucine qu'elle ne pouvait plus lui demander de continuer à couvrir les frais, qu'elle allait vous en parler. Et Capucine lui a répondu que ce n'était pas nécessaire, qu'elle s'en occupait. Elle s'en occupait avec son salaire de femme de chambre. C'est exact, sans le dire à personne. Sans le dire à personne. Alexandre Dubois ne répondit pas. Il resta debout au centre du bureau, dans cet espace entre le bureau et la fenêtre, les bras légèrement écartés du corps, comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains. C'était une posture que Monsieur Jean ne lui avait jamais vue. En 30 ans à connaître cet homme, il ne l'avait jamais vu sans savoir quoi faire de ses mains. « Y a-t-il autre chose que j'ignore » demanda Alexandre enfin. Et dans la question, il y avait quelque chose que Monsieur Jean mit une seconde à identifier, car c'était très rare dans cette voix. De l'humilité. Monsieur Jean pensa au livre de médecine souligné. Il pensa au reçu plié sous le matelas. Il pensa à Capucine lui servant le café tous les matins avec la ponctualité d'une horloge suisse, sans qu'il ne lui demande jamais comment elle avait dormi. Il pensa au visage qu'elle avait montré quand Alexandre l'avait humilié devant les invités. Ce visage qui ne montrait rien, qui ne montrait jamais rien. Et à ce que cela devait coûter pendant des années de contenir ce que l'on ressent à l'intérieur de ce genre de silence. « Il y a encore une chose, » dit Monsieur Jean. « Petite, mais peu. Être la plus importante. » Alexandre le regarda. « Capucine n'a jamais dit du mal de vous, pas une seule fois. En 3 ans, avec tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle a supporté dans cette maison, elle n'a jamais dit un seul mot contre vous. » Monsieur Jean fit une pause. « Et dans ce métier, monsieur, c'est plus rare que vous ne le croyez. » Alexandre ne répondit pas. Monsieur Jean se leva, ramassa son verre et marcha vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Si vous me permettez une opinion, monsieur, dites-la. Capucine Moreau n'est pas partie de cette maison parce que vous l'avez humiliée. L'humiliation a été la dernière goutte. Mais le vase, c'est vous qui l'avez rempli seul pendant 3 ans sans vous en rendre compte. » Il sortit et ferma la porte avec le soin silencieux de toujours. Alexandre resta seul dans le bureau. L'attestation d'études était toujours sur le bureau. Il la regarda un moment. Capucine Moreau, faculté de médecine. 2 ans de cursus accompli. Il ouvrit le tiroir, sortit les reçus de l'hôpital et les posa à côté de l'attestation. Il les regarda tous les deux pendant un temps qu'il ne mesura pas. Puis il ouvrit son ordinateur et écrivit dans le moteur de recherche « Capucine Moreau, l'Auvergne ». La recherche désespérée. Alexandre Dubois n'avait jamais mis les pieds dans le quartier de Belleville de sa vie, non pas qu'il l'eût décidé consciemment, mais parce qu'il y a des parties des villes que les hommes comme lui ne fréquentent tout simplement pas. De la même manière qu'il ne fréquente pas les files d'attente à la banque, ni les bus de 6 heures du matin, ni les pharmacies de garde à 2 heures du matin, non par méchanceté, mais par distance, par cette brèche invisible que l'argent construit autour de soi, sans que l'on ordonne ni ne remarque, jusqu'à ce qu'un jour on doive la traverser et qu'on découvre qu'on ne sait pas comment on marche de l'autre côté. Le VTC le déposa à l'angle de la rue de Ménilmontant et de la rue Ramponneau, devant une épicerie de quartier avec un rideau de plastique coloré et un chien endormi sur le seuil. Alexandre descendit avec son costume sur mesure, ses chaussures en cuir italien et son téléphone à la main, montrant l'adresse qu'il avait trouvée la veille après 3 heures de recherche. La grand-mère de Capucine, Simone Moreau, vivait rue de la Roquette numéro 34, porte 2, quartier de Belleville, Paris. Il la trouva via un annuaire des services d'état civil auquel son avocat avait accès. Ce ne fut pas difficile. Ce qui fut difficile, ce fut ce qui vint après avoir trouvé l'adresse. Resté assis devant l'ordinateur à 2 heures du matin, regardant cette adresse, sans trop savoir ce qu'il allait dire en arrivant, il marcha 3 pâtés de maisons sur un trottoir irrégulier, passant devant des maisons aux façades peintes de couleurs que le temps avait érodées
jusqu'à les rendre des versions plus honnêtes d'elles-mêmes. Un jaune qui avait été brillant et était maintenant doux. Un bleu qui avait été électrique et était maintenant la couleur du ciel avant la pluie. Des enfants dans la rue, une dame balayant son entrée avec un balai de branches, un étal de crêpes avec une marmite en terre cuite qui laissait s'échapper de la vapeur dans le froid du matin. Le numéro 34 était un immeuble ancien à la façade vermousse avec un portail en bois entrouvert. Alexandre entra dans la cour intérieure. 5 portes peintes de différentes couleurs, des pots de fleurs partout, une cage avec un couple de perruches jaunes, du linge étendu sur une corde qui traversait l'espace d'un coin à l'autre comme un drapeau de trêve. Il frappa à la porte de l'intérieur. 2. Il attendit. La femme qui ouvrit avait 82 ans, mesurait moins d'1,50 m, les cheveux blancs relevés en chignon serré, un tablier fleuri sur une robe à carreaux, et les yeux les plus sombres et directs qu'Alexandre ait vus depuis longtemps. Elle le regarda de haut en bas, avec la parcimonie de celle qui a vu beaucoup de choses dans sa vie, et très peu l'ont impressionné. « Vous êtes Monsieur Dubois ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « Je suis », confirma Alexandre, et se surprit lui-même à ajouter presque par réflexe. « Bonjour, bonjour. » Madame Simone le regarda une seconde de plus. « Et non, je ne sais pas où est ma petite, puisque vous êtes venu. »« Entrez. » dit-elle en se rangeant. « Mais je vous préviens que j'ai 82 ans et des rhumatismes aux 2 genoux, et je n'ai plus la patience pour les circonvolutions. Alors, si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. » Alexandre entra. L'intérieur était petit, propre et rempli de choses qui avaient une histoire visible. Un buffet avec des photos encadrées de 3 générations, une Sainte Vierge avec des petites fleurs en tissu à ses pieds, une table en bois avec une nappe fleurie, des chaises avec des coussins brodés à la main. Cela sentait le café fraîchement moulu et quelque chose de sucré qu'Alexandre mit un moment à identifier comme de la cannelle. Madame Simone lui servit du café sans lui demander s'il en voulait. Elle le posa devant lui dans une tasse en émail bleu et s'assit de l'autre côté de la table avec son propre café entre les mains, le regardant avec ce calme des personnes âgées qui n'ont plus rien à prouver à personne. « Capucine m'a appelé mardi », dit la dame sans préambule. « Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Tout ce qui compte. Une pause. Que vous l'avez humiliée devant vos invités, qu'elle est partie, et que vous alliez probablement apparaître tôt ou tard à sa recherche, parce que les hommes, comme vous, ne supportent pas bien que quelqu'un parte sans leur donner le dernier mot. » Alexandre ouvrit la bouche et la referma. « Je ne dis pas cela avec méchanceté, » continua Madame Simone, avec une sérénité plus tranchante que la colère. « Je le dis parce que je vous connais, même si je ne vous connais pas. J'ai connu beaucoup d'hommes comme vous en 82 ans. Des hommes qui construisent de grandes choses et deviennent aveugles aux petites. Et les petites choses, elle leva légèrement sa tasse, sont celles qui soutiennent toujours les grandes. » Madame, commença Alexandre, « Laissez-moi finir. » Elle n'éleva pas la voix, et elle n'en avait pas besoin. Capucine a quitté l'Auvergne à 16 ans pour apporter de l'argent à cette maison. Ses 3 frères et sœurs cadets ont étudié parce qu'elle a travaillé. Sa mère, que Dieu l'ait en sa gloire, est morte il y a 4 ans, sachant que ses enfants allaient bien, parce que Capucine s'est tuée à la tâche depuis l'enfance pour que cela soit ainsi. Et Capucine ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé de reconnaissance, n'a jamais exigé de personne qu'on la remercie. Madame Simone posa sa tasse sur la table et croisa les bras sur sa poitrine avec l'autorité de quelqu'un qui a élevé des personnes difficiles et a survécu pour le raconter. Cet enfant a étudié la médecine 2 ans avec des bourses et des emplois de nuit jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Elle pleure encore quand elle en parle, bien qu'elle ne le fasse pas devant n'importe qui. Et vous l'avez mise à ramasser des verres cassés par terre devant vos amis riches comme si elle n'était rien. Alexandre n'essaya pas de l'interrompre. Savez-vous ce que c'est de grandir, sachant que vous êtes intelligent, que vous pouvez, que vous avez tout pour aller loin, mais que l'argent ne suffit pas et que la vie n'attend pas? La voix de Madame Simone n'avait pas de larmes. Elle avait quelque chose de plus dur que les larmes. Non, vous ne le savez pas. Vous ne l'avez jamais su. Et ce n'est pas votre faute d'avoir tout eu. Mais c'est votre faute de n'avoir pas vu la personne qui était devant vous. Silence. Alexandre tenait ses mains autour de la tasse en émail bleu. Le café refroidissait et il n'avait pas pris une seule gorgée. « Vous avez raison, dit-il. » Madame Simone le regarda avec une expression qui n'était pas exactement de surprise, mais quelque chose de similaire à la surprise de celui qui ne s'attendait pas à ce que la raison arrive si tôt. « Vous avez raison, dit-elle. Vous avez raison, répéta Alexandre. Je n'ai aucune justification. Ce que j'ai fait était mal. Pas seulement cette nuit-là. Tout ce que je n'ai pas fait en 3 ans. Madame Simone l'étudia longuement. Elle avait cette capacité des personnes très âgées et très honnêtes de regarder quelqu'un et de savoir s'il disait une vérité ou le simulacre d'une vérité. Alexandre Dubois n'était pas un homme habitué à être évalué de cette manière, et il le savait, et pour une raison qu'il ne comprenait pas tout à fait, il ne s'en offusquait pas. « Les hommes comme vous, dit la dame enfin, d'un ton légèrement différent, moins coupant, plus fatigué,
ne changent pas parce que quelqu'un les réprimande, ils changent quand quelque chose les secoue à l'intérieur. Elle fit une pause. « Ça vous a secoué ?» ?»« Oui, » dit Alexandre, et le mot sortit sans qu'il ne le calcule. La dame acquiesça une fois, se leva, alla au buffet et prit une photographie encadrée. Elle la posa sur la table devant Alexandre. C'était une photo de Capucine, âgée d'environ 20 ans, en blouse blanche d'étudiante, souriant devant l'entrée de la faculté de médecine. Un sourire qu'Alexandre n'avait jamais vu en 3 ans qu'elle avait travaillé chez lui, ouvert sans réserve, celui de quelqu'un qui croit encore que le monde va lui tenir ses promesses. « Savez-vous où elle travaille maintenant ?» demanda Alexandre. « Je vous ai déjà dit que je ne sais pas où elle est, mais vous avez un moyen de la contacter ?» Madame Simone ramassa la photographie, la rangea dans le buffet et resta de dos à lui un moment avant de répondre. « Je vais vous dire quelque chose, monsieur Dubois. » Elle se retourna. « Si vous allez chercher ma petite pour lui demander de revenir nettoyer votre maison, ne vous dérangez pas. Elle ne reviendra pas dans cet endroit. Je ne lui demanderai pas cela, » dit Alexandre. « Alors, que va-t-il lui demander ?» Alexandre ne répondit pas immédiatement. Il regarda la tasse de café froid, la nappe fleurie de la table, la Sainte Vierge avec ses fleurs en tissu. Puis il regarda Madame Simone avec une honnêteté qui lui coûta quelque chose qu'il n'avait pas dépensé depuis longtemps. « Je ne sais pas encore, admit-il, mais j'ai besoin de la voir. » La dame l'étudia une fois de plus, puis soupira de ce soupir des grands-mères qui ont trop vu pour être naïves et trop pour cesser d'espérer. Il y a un petit restaurant populaire rue de la Roquette, entre la rue de Ménilmontant et la rue Ramponneau. Il s'appelle l'Espoir divin. Elle se rassit. « Je ne vous dis pas cela parce que je vous fais confiance, monsieur. Je vous le dis parce que je lui fais confiance. Capucine sait prendre soin d'elle. » Alexandre posa la tasse en émail sur la table, se leva et sortit son portefeuille de sa veste. Madame Simone le regarda en fronçant légèrement les sourcils. « Le café n'est pas payant, » dit-elle sèchement. Alexandre rangea son portefeuille. Il acquiesça. « Merci, madame. Ne me remerciez pas encore. » Madame Simone prit sa tasse et se leva pour la porter à l'évier. « D'abord, allez-y, puis voyez comment ça se passe. Et si ma petite vous envoie promener, sachez que vous le méritez et que je la soutiendrai. » Alexandre sortit dans le matin de Belleville, avec la photo de Capucine en blouse blanche gravée quelque part qui n'était pas exactement la mémoire. La rencontre et la fierté, l'Espoir divin n'était pas le genre d'endroit où Alexandre Dubois serait entré dans des circonstances normales. C'était un petit restaurant populaire du quartier de Belleville avec 3 tables en formica, un comptoir en bois obscurci par des années de coudes appuyés, un ventilateur de plafond qui tournait avec ce rythme irrégulier des choses qui fonctionnent malgré tout, et un menu écrit à la main sur une ardoise verte qui proposait un potage du jour, du poulet rôti, du gratin dauphinois et de l'eau de source à des prix qu'Alexandre n'avait pas vus depuis qu'il était étudiant. La façade avait une vierge peinte directement sur l'enduit du mur, avec une légende en dessous qui disait « Bienvenue à ceux qui ont faim ». Et la porte était grande ouverte, comme les maisons des gens qui ne craignent pas qu'on leur vole ce qu'ils ont, parce que ce qu'ils ont est le nécessaire et rien de plus. Alexandre entra à 12h15. Le restaurant était plein. Les 3 tables occupées par des hommes en bleu de travail et des femmes en tablier qui mangeaient avec la vitesse de celui qui a une demi-heure de pause et veut en profiter. Derrière le comptoir, une dame aux cheveux relevés sous une résille criait vers la cuisine. 2 poulets rôtis et un potage, Colette. Et de la cuisine répondit une voix jeune qu'Alexandre reconnut avant de voir à qui elle appartenait, car il avait entendu cette voix pendant 3 ans lui dire « Le petit déjeuner est prêt, monsieur, et avez-vous besoin de quelque chose d'autre, monsieur ? Et bonsoir, monsieur. » Toujours avec la même cadence, tranquille, sans urgence, ni ressentiment. Capucine sortit de la cuisine avec 2 assiettes dans chaque bras. Elle ne le vit pas immédiatement. Elle alla directement à la table du fond. Elle déposa les assiettes avec une précision qui était exactement la même que celle qu'elle avait dans la salle à manger de l'hôtel particulier, sans renverser, sans incliner, sans faire de bruit inutile, et dit quelque chose aux convives qui fit rire l'homme en bleu de travail. Puis elle se retourna pour revenir à la cuisine et le vit. Ils s'arrêtèrent tous les 2. Le ventilateur du plafond continua de tourner, la dame du comptoir continua de parler, les conversations des 3 tables suivirent leur cours. Seuls eux 2 s'arrêtèrent dans les 4 mètres de distance qui les séparaient, se regardant avec cette sorte de reconnaissance qui n'a pas besoin de mots parce qu'elle en a trop derrière elle. Capucine fut la première à bouger. Elle se retourna et entra dans la cuisine. Alexandre attendit près du comptoir. La dame à la résille le regarda de haut en bas, avec la même équanimité que Madame Simone l'avait regardé ce matin. Et Alexandre commença à soupçonner que les femmes âgées de ce côté de la ville avaient un accord tacite pour le regarder exactement ainsi. « Vous allez manger ?» demanda la dame. « Oui, » dit Alexandre, car il ne lui vint aucune autre réponse. « Asseyez-vous, je m'occupe de vous tout de suite. » Il s'assit à la seule place libre.
un tabouret au comptoir devant un bol de sauce rouge et un panier de pain. Il attendit. 6 minutes passèrent. Il les compta sans le vouloir, vieille habitude d'exécutif, jusqu'à ce que Capucine sorte de la cuisine avec une tasse de bouillon et la pose devant lui sans le regarder. « Capucine, dit Alexandre, le menu est sur l'ardoise, dit-elle en désignant le mur d'un mouvement neutre et professionnel. Aujourd'hui, il y a du poulet rôti et du gratin dauphinois. Le bouillon est offert. Elle se retourna. Capucine, s'il vous plaît. Elle s'arrêta. Elle ne se retourna pas immédiatement. Il y eut une seconde, deux, où Alexandre vit son dos avec le tablier bleu attaché derrière, un tablier différent de celui de l'hôtel particulier, plus simple, en tissu de marché, et il pensa à combien de fois il avait vu ce dos en 3 ans, sans penser à tout ce qu'il savait maintenant. Elle se retourna lentement, le regarda. « Vous avez 5 minutes, dit-elle. C'est l'heure de pointe. » Alexandre acquiesça. Il prit une inspiration. « Je suis venu vous demander pardon. » Capucine ne dit rien. Elle le regardait avec ce visage que M. Jean lui avait décrit et qu'Alexandre comprenait maintenant mieux. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la retenue. C'était le visage de quelqu'un qui a appris à ne pas montrer ce qu'il ressent. Parce que le montrer au mauvais endroit a toujours coûté trop cher. « Ce que j'ai fait cette nuit-là était mal, » continua Alexandre. « Pas seulement cette nuit-là, les 3 ans. Je ne vous ai jamais vu. Je n'ai jamais posé de questions. Je n'ai jamais su qui vous étiez. Ce que vous aviez laissé derrière vous. Ce que vous faisiez. Je n'avais pas à savoir. J'étais votre femme de chambre. Vous étiez une personne qui vivait chez moi. Les personnes qui vivent dans les maisons des riches ne sont pas toujours des personnes pour les riches, Monsieur Dubois. » Elle le dit sans amertume, avec la précision de quelqu'un qui énonce un fait géographique. Ce n'est pas un reproche. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Ça ne devrait pas fonctionner ainsi. Capucine le regarda une seconde de plus. Non, ça ne devrait pas. Une pause. C'est tout? Non. Alexandre serra ses mains autour du bol de bouillon. Je sais pour ma mère, pour l'hôpital, les reçus. Quelque chose changea sur le visage de Capucine. Quelque chose de très petit, presque imperceptible, mais Alexandre le vit parce que pour la première fois de sa vie, il regardait vraiment. « Monsieur Jean, il n'aurait pas dû, commença-t-elle. Monsieur Jean a fait ce qu'il fallait. » Il l'interrompit doucement. « Capucine, vous avez sauvé la vie de ma mère sans le dire à personne, sans rien demander en retour, avec votre propre argent. Votre mère a été bonne avec moi, dit Capucine. Et dans cette phrase, il y avait une quantité énorme de choses compressées. En très peu de mots, c'était le moins que je pouvais faire. Ce n'était pas le minimum que vous pouviez faire. C'était bien plus que ce que n'importe qui aurait fait. » Alexandre posa la tasse. « Et moi, je vous ai payé cela avec une humiliation publique. » Capucine regarda vers la table du fond, où l'homme en bleu de travail lui faisait signe pour demander plus de pain. Elle leva l'index dans un geste qui signifiait un instant, et l'homme acquiesça avec la tranquillité de quelqu'un habitué à attendre avec patience, parce qu'il sait qu'il sera bien servi. « Je ne suis pas venu vous demander de revenir, » dit Alexandre avant qu'elle ne parle de nouveau. « Je ne suis pas si maladroit. » Capucine le regarda de nouveau. « Alors, que venez-vous me demander ? » ?»« Rien encore. » Alexandre soutint ce regard. « Je suis venu vous demander pardon. Seulement ça, sans condition, sans proposition, sans rien que vous ayez à me donner en retour. » Silence. Le ventilateur continua de tourner. La dame du comptoir cria quelque chose à la cuisine. Un camion passa dehors, et le bruit remplit l'espace un instant avant de s'éloigner. « C'est bien, » dit Capucine d'une voix qui ne révélait pas si elle l'acceptait ou se contentait de le noter. « C'est bien que vous soyez venu. » Elle prit le panier de pain du comptoir et le porta à la table du fond sans rien dire de plus. Alexandre resta seul devant sa tasse de bouillon. Il la but. Elle était bonne, avec des herbes aromatiques et une pointe de piment, le genre de bouillon que l'on ne fait pas avec une recette, mais avec de la mémoire. Il pensa qu'en 3 ans à vivre chez lui, Capucine n'avait jamais cuisiné pour lui, parce que ce n'était pas son rôle. Et il pensa qu'elle cuisinait probablement ainsi, avec le même soin sans fioriture qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Quand Capucine revint au comptoir, il avait déjà son portefeuille sur la surface en bois. « C'est combien ? Le bouillon est offert, je vous ai dit. Et si je veux laisser un pourboire ?» Capucine le regarda avec quelque chose qui n'était pas exactement un sourire, mais qui n'était pas non plus autre chose que de la neutralité. « Laissez-le dans le panier comme tout le monde, » dit-elle en désignant une petite boîte à pourboire près de la caisse enregistreuse où il y avait déjà plusieurs billets pliés. Alexandre sortit un billet, le plia, le glissa dans la petite boîte, puis resta debout un moment sans finir de partir, avec cette maladresse inhabituelle de celui qui ne sait pas comment quitter un endroit, parce qu'il ne sait pas si ce qui venait de se passer était suffisant ou n'était rien. « Capucine, dit-il. » Elle leva les yeux du comptoir où elle était déjà en train de nettoyer. « Comment vas-tu » demanda Alexandre. Et il le dit d'une manière où il était évident que la question n'était pas un protocole.
C'était la question de quelqu'un qui pour la première fois veut savoir la réponse. Capucine laissa le torchon sur le comptoir, le regarda pendant une seconde entière et dit « mieux qu'avant ». Ce n'était pas une réponse aimable, c'était une réponse honnête. Et Alexandre Dubois, qui depuis 20 ans était entouré de réponses aimables, qui ne disaient rien de vrai, se rendit compte que cette distinction était plus importante qu'il ne l'avait cru. Il sortit de l'espoir divin à 13h10. Le soleil du centre historique tomba sur lui, comme toujours, indifférent et généreux, avec tous de la même manière. Il marcha un pâté de maison, 2, sans sortir son téléphone, sans appeler le chauffeur, sans consulter ses emails. Il pensa à mieux qu'avant, pendant les 3 pâtés de maison qu'il marcha jusqu'à trouver un banc de pierre à côté d'une petite fontaine, où il s'assit sans se soucier de son costume sur mesure, ni de ses chaussures en cuir italien, ni de toutes les choses qui lui importaient normalement en public. Et il resta assis là un moment, regardant l'eau de la fontaine, avec la sensation étrange et inconfortable et nécessaire d'un homme qui vient de voir quelque chose qu'il ne peut plus ignorer. La mère parle. Madame Geneviève Dubois avait 67 ans. Une voix qui avait conservé la fermeté de quand elle dirigeait la maison d'une main de fer dans un gant de velours et le regard de celle qui a enterré un mari, a élevé un fils difficile et a survécu à un lymphome et n'avait donc plus peur de pratiquement rien dans le monde visible ni dans l'invisible. Elle était à la maison depuis 2 semaines, se remettant dans sa chambre de l'aile nord de l'hôtel particulier, avec ses plantes à la fenêtre et son chapelet sur la table de chevet et le journal télévisé de 20 heures, que Capucine lui avait syntonisé sur la télévision pendant des mois et qu'elle devait maintenant chercher elle-même parce que Capucine n'était plus là. Ce petit détail, devoir chercher la chaîne seule, l'avait fait pleurer le premier jour. Pas pour la chaîne, pour tout ce que la chaîne représentait. C'est elle qui appela. Alexandre ne le sut pas avant que cela n'arrive. Il rentra chez lui le jeudi après-midi, encore avec le goût de mieux qu'avant installé quelque part dans sa poitrine, et trouva Monsieur Jean l'attendant dans le hall d'entrée avec cette expression, qui signifiait « Il y a du nouveau, monsieur. Votre mère a appelé ce matin », dit Monsieur Jean. Elle a parlé avec Capucine. Alexandre s'arrêta. Comment a-t-elle eu le numéro ? Elle l'avait depuis longtemps. Monsieur Jean fit une pause discrète. Madame Geneviève garde plus de choses qu'on ne le croit. Alexandre monta à l'aile nord sans enlever sa veste. Il frappa 2 fois à la porte de sa mère. Elle répondit de son éternel « Entrez », le même ton avec lequel elle avait répondu toutes les fois qu'il avait frappé à cette porte tout au long de sa vie, quand il était enfant et faisait des cauchemars, quand il était adolescent et avait besoin d'argent, quand il était adulte et avait besoin de conseils, bien qu'il ne l'admît jamais ainsi. Madame Geneviève était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, avec un châle de laine sur les épaules et un livre fermé sur les genoux, qu'il était évident qu'elle n'avait pas lu. Elle le regarda entrer avec ce calme spécifique des mères qui étudient leurs enfants depuis des décennies et n'ont plus besoin qu'ils parlent pour savoir ce qu'ils portent en eux. « Assieds-toi, Alexandre. » Il s'assit au bord du lit devant elle. Il y avait quelque chose dans cette pièce qui le réduisait toujours à une échelle plus gérable. Cela ne l'humiliait pas, cela le mettait en proportion. « J'ai parlé avec Capucine », dit Madame Geneviève sans détour. « Monsieur Jean me l'a dit. Et que t'as dit d'autre, Monsieur Jean ? Que tu gardes plus de choses qu'on ne le croit. » Madame Geneviève sourit légèrement. Un petit sourire qui n'avait pas besoin de plus d'espace parce qu'il contenait déjà tout. Je l'ai appelée pour la remercier. Sa voix était ferme. Mais il y avait quelque chose en dessous, une texture différente. Et pour lui demander pardon, car je lui ai demandé de ne rien te dire sur ma maladie, et cela l'a mise dans une position qui n'était pas juste pour elle. « Pourquoi ne voulais-tu pas que je sache ?» Madame Geneviève regarda vers la fenêtre, les plantes dans les jardinières, une fougère, 2 bégonias, une plante qu'Alexandre ne savait pas nommer et que Capucine avait arrosée tous les 3 jours pendant 3 ans, sans que personne ne le lui demande. « Parce que je te connais », dit sa mère avec cette simplicité qui est le privilège de ceux qui ont passé toute une vie à être honnêtes. Quand quelque chose te préoccupe, tu deviens contrôlant. Tu serais intervenu dans chaque décision médicale. Tu aurais engagé des médecins privés qui ne connaissaient pas mon historique. Tu aurais fait de ma maladie un projet d'affaires à résoudre, une pause. Et je ne voulais pas de cela. Je voulais guérir sereinement. Et Capucine m'a donné cela. Alexandre ne répondit pas immédiatement. Il savait que sa mère avait raison. Il le savait avec cette gêne particulière de reconnaître un défaut que l'on a justifié pendant des années comme une vertu. « Que t'a-t-elle dit quand tu l'as appelée ?» Madame Geneviève le regarda de nouveau. Elle m'a dit qu'elle allait bien, qu'elle travaillait, de ne pas m'inquiéter pour elle. Autre pause. Je lui ai demandé si elle pouvait te pardonner et elle m'a dit que ce n'était pas quelque chose qu'elle avait encore décidé, mais que ce n'était pas non plus fermé. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Madame Geneviève réajusta le châle sur ses épaules.
Capucine n'est pas une femme qui en dit plus que ce qu'elle ressent, ni moins que ce qu'elle pense. C'est l'une des rares personnes que j'ai connues dans ma vie qui a ces deux choses parfaitement calibrées. Alexandre regarda le sol, le tapis perçant qui était dans cette pièce depuis qu'il se souvenait, usé au centre par 50 ans de pas, conservant encore sur les bords le rouge original qu'il avait autrefois partout. « Maman, dit-il, savais-tu qu'elle avait étudié la médecine ? Elle me l'a raconté un après-midi. » Madame Geneviève sourit de nouveau, plus largement cette fois. Elle m'a montré les livres qu'elle avait, m'a expliqué ce qu'elle lisait, une pause chargée de quelque chose qui n'était pas exactement de la tristesse, mais qui y ressemblait. Alexandre, cette jeune femme a un esprit extraordinaire. Non seulement de l'intelligence, elle a cette rare capacité de voir les choses clairement, sans que la peur n'entache son jugement. C'est ce qui l'a fait détecter mes symptômes quand personne d'autre ne les voyait. Ce n'était pas de la chance, c'est qu'elle sait regarder. Je n'ai pas su regarder. Non, tu n'as pas su. Elle le dit sans cruauté et sans douceur. Elle le dit comme un fait, avec l'amour spécifique d'une mère qui a fini de protéger son fils de la vérité, parce qu'elle sait que la vérité est la seule chose qui peut l'aider. « Et maintenant ?» demanda Madame Geneviève. « Je suis allé la voir aujourd'hui. Je lui ai demandé pardon et elle m'a dit que c'était bien que j'y sois allé et qu'elle allait mieux qu'avant. » Madame Geneviève acquiesça lentement, comme traitant cette information avec le même calme avec lequel elle traitait tout. « Sais-tu ce que cela signifie ? Il dit qu'elle est mieux sans moi, qu'elle va bien, » corrigea sa mère avec précision. « Capucine ne t'a pas dit ça pour te blesser. Elle te l'a dit parce que c'est vrai et parce que c'est le genre de femme qui te dit la vérité. Même si ça fait mal, même si c'est inconfortable, même si tu ne l'as pas encore mérité. » Elle fit une pause. Cela, Alexandre, est quelque chose qui vaut plus que tout ce que tu lui as payé dans toute sa vie. Alexandre resta silencieux un moment. « Elle m'a parlé de toi, tu sais, » continua Madame Geneviève d'une voix qui était devenue plus douce, plus intime, comme quand on parle de quelque chose qui compte vraiment. Avant que tout cela n'arrive, elle m'a dit un jour alors qu'elle me prenait l'attention que tu étais un homme qui avait tant construit vers l'extérieur qu'il ne savait plus comment construire vers l'intérieur. Une pause. Elle ne l'a pas dit avec colère. Elle l'a dit avec, elle chercha le mot, avec de la peine, comme quand on voit quelqu'un perdu et qu'on voudrait l'aider, mais on ne peut pas parce que cette personne doit trouver son chemin seul. Alexandre leva les yeux. C'est ce qu'elle a dit de moi ? C'est ce qu'elle a dit. Et j'ai pensé qu'elle avait raison. Et j'ai aussi pensé qu'il était extraordinaire que quelqu'un qui nettoyait ta maison et te servait le café te voie avec plus de clarté que tu ne te voyais toi-même. Silence. La fougère à la fenêtre bougea légèrement avec le courant d'air du ventilateur. Dehors dans le jardin, les arroseurs automatiques se mirent en marche avec ce sifflement doux de tous les après-midi. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Madame Geneviève. « Je ne sais pas encore, » dit Alexandre. « Mais je vais faire quelque chose de bien. J'essaie. » Madame Geneviève le regarda longuement, puis tendit la main et la posa sur la sienne dans ce geste ancien et simple qu'elle avait depuis qu'il était enfant et qui signifiait simplement « Je t'aime, je te crois, et je suis là. »« Bien, dit-elle. Alors fais le bien, Alexandre, pas à ta manière. »« Bien, vraiment. » Alexandre couvrit la main de sa mère de la sienne et ne dit rien de plus, car il n'y avait rien de plus à dire, et parce que parfois le silence partagé avec quelqu'un qui vous connaît vraiment est ce qui ressemble le plus à la paix que l'on peut trouver lors d'un après-midi compliqué. Dehors, les arroseurs continuaient de tourner sur la pelouse qui coûtait de l'argent et que Capucine avait entretenue pendant 3 ans, parmi des douzaines d'autres choses, en silence. La vérité la plus profonde. Le vendredi matin, Alexandre Dubois fit quelque chose qu'il n'avait pas fait en 20 ans de vie professionnelle. Il annula toutes ses réunions, il ne les reporta pas, ne les délégua pas, n'envoya pas de représentants, il les annula. Son assistante, Sophie, traita l'instruction avec le silence discipliné de celle qui a appris à ne pas poser de questions sur les changements soudains d'agenda, bien qu'intérieurement elle enregistrait que c'était, en 6 ans de travail pour lui, absolument sans précédent. Alexandre sortit à 10 heures du matin sans chauffeur, sans veste, avec le même jean et la chemise blanche à manches longues qu'il avait enfilé sans réfléchir, comme si l'absence d'agenda l'avait aussi libéré de l'obligation d'avoir l'air. D'une certaine manière, il revint à l'espoir divin. Cette fois, ce n'était pas l'heure de pointe. Il était 10h20 du matin et le restaurant était presque vide. Une dame âgée buvant son café seule à la table du coin, un monsieur âgé avec un journal et son plat, et Capucine au fond nettoyant les tables avec ce mouvement circulaire et efficace qu'elle avait pour tout ce qu'elle faisait de ses mains. Elle le vit entrer, ne s'arrêta pas. Alexandre s'assit sur le même tabouret du comptoir que la fois précédente. La dame à la résille lui servit du café sans demander, comme quelqu'un qui est déjà un habitué des lieux, même s'il n'est venu qu'une fois, ce qui est le don particulier des bons petits restaurants populaires, ils vous reconnaissent avant que vous ne décidiez si vous allez revenir. Capucine finit de nettoyer la table, ramassa le torchon
et alla au comptoir. Elle le regarda avec ce regard calibré qu'Alexandre avait déjà appris à lire comme une question. « Que voulez-vous maintenant ?»« Je suis venu vous dire quelque chose, » dit Alexandre. « Quelque chose que j'ai découvert et que je crois que vous avez le droit de savoir, même si cela ne change rien. » Capucine s'appuya légèrement sur le bord intérieur du comptoir, les bras croisés dans une posture qui n'était pas hostile, mais simplement celle de quelqu'un qui écoute sans encore s'engager. « La veille de votre départ, » dit Alexandre, « j'étais dans le bureau avec mon associé Étienne Laurent. Il parlait d'une restructuration du personnel de leurs hôtels et il m'a demandé comment je gérais la rotation du personnel de maison si cela ne me posait pas de problème. Capucine ne dit rien, elle écoutait et j'ai répondu. Alexandre fit une brève pause, non pas de calcul, mais comme quelqu'un qui se dit à lui-même quelque chose de difficile en le disant à un autre, que les domestiques n'ont pas de dignité à protéger, parce que c'est pour ça qu'on les paie, pour qu'ils supportent ce qu'on ne veut pas supporter. Le silence qui suivit fut différent de tous les silences précédents. Ce n'était pas le silence du salon rempli d'invités, ni celui du bureau avec Monsieur Jean, ni celui du restaurant à l'heure de pointe. C'était un silence petit et précis, de la taille exacte des mots qui venaient d'être prononcés. Capucine ne bougea pas un muscle de son visage, mais quelque chose dans ses yeux changea. Elle ne se durcit pas, mais au contraire, comme quand une surface très tendue se relâche soudainement parce qu'il n'y a plus de raison de la maintenir. « Saviez-vous que je vous ai entendu ?» demanda-t-elle. « Je ne l'ai su qu'hier quand je me suis mis à vraiment réfléchir à ce qui s'était passé. » Alexandre soutint son regard. « Votre lettre disait que je ne méritais pas d'en connaître la raison, et vous aviez raison. Mais j'avais besoin de le comprendre de toute façon, même si je ne le méritais pas. Alors j'y ai pensé jusqu'à ce que je trouve. » Capucine mit un moment à répondre. « C'était ça », confirma-t-elle d'une voix absolument plate, sans dramatisation, sans reproche actif. Ce n'était pas la coupe cassée, ce n'était pas l'humiliation devant vos invités. Cela a fait mal. Oui, mais cela peut se supporter quand on sait que la personne qui le dit a quelque chose de bon à l'intérieur, même si elle ne le montre pas. Et qu'est-ce qui a changé ? J'ai entendu ça. Capucine décroisa les bras et posa les mains sur le comptoir comme quelqu'un qui pose enfin quelque chose de lourd sur une surface plane. 3 ans, Monsieur Dubois. 3 ans à prendre soin de cette maison, à prendre soin de votre mère, à me lever avant le soleil, à repasser vos chemises avec le pli exact que vous aimez, à apprendre comment vous aimez le café le mardi et comment vous le voulez le dimanche. 3 ans à vous respecter, même si vous n'avez jamais su que je le faisais, parce que pour moi le respect ne dépend pas de ce que l'autre sache. Elle fit une pause. La dame âgée du coin demanda plus de café à voix basse et la dame à la résille le lui apporta sans rien interrompre. Et puis, j'ai entendu ça, que les domestiques n'ont pas de dignité à protéger. Capucine le dit sans élever la voix. Et j'ai pensé, si c'est ce que vous pensez des personnes qui travaillent chez vous, alors tout ce que j'ai fait en 3 ans n'a pas existé pour vous. Je ne suis pas une personne dans cette maison. Je suis une fonction et on peut supporter le mauvais traitement de quelqu'un qui est en colère. Ce qu'on ne peut pas supporter, c'est de découvrir que quelqu'un vous voit comme quelque chose qui n'a pas d'intérieur. Alexandre ne répondit pas immédiatement. Les mots de Capucine n'arrivaient pas criés ni chargés de colère, et précisément pour cela ils arrivaient si profondément, parce que la douleur sans effusion a toujours plus de poids que la douleur qui fait du bruit. « Tu m'y respectais ?» demanda Alexandre enfin, et la question sortit avec une honnêteté qui le surprit lui-même, comme s'il avait décidé sans le décider que c'était le seul endroit où il pouvait encore être complètement direct. Capucine le regarda. « Oui, dit-elle, plus que ce que vous méritiez avec le peu d'efforts que vous avez fait pour le mériter. Mais je suis comme ça. Je respecte les gens pour ce qu'ils font, pas seulement pour la façon dont ils me traitent. Et vous avez construit des choses importantes. Vous avez généré du travail pour beaucoup de monde, vous avez pris soin de votre mère à votre manière, même si ce n'était pas suffisant. » Elle fit une pause. « Mais cette phrase m'a dit que jamais, à aucun moment, vous ne m'aviez vu. »« Vous avez raison, dit Alexandre. Je ne vous ai pas vu. Non, je suis désolé. Je sais. Pas comme une phrase. Je suis vraiment désolé. » Capucine le regarda pendant un moment qu'Alexandre ne sut pas combien de temps il dura, parce qu'il avait cessé de mesurer le temps depuis qu'il était entré dans ce restaurant pour la 2e fois. « Je sais, » répéta-t-elle, et cette fois le ton était légèrement différent. Pas plus chaleureux exactement, mais plus réel, comme la différence entre une porte fermée et une porte qui n'est pas fermée à clé, bien qu'elle ne soit pas encore ouverte. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Alexandre. « Demandez. Que vous faudrait-il pour pouvoir me croire ?» Capucine considéra la question, non pas à la hâte, avec le même calme avec lequel elle considérait tout, ce calme qu'Alexandre avait mis 3 ans et une démission à apprendre à reconnaître comme ce qu'il était, non pas de la froideur, mais la sérénité spécifique de quelqu'un qui a appris à penser avant de parler, parce que le monde n'a pas toujours été aimable avec ce qu'elle dit. « Je ne sais pas encore, dit-elle enfin.
Mais la question est bonne, et avec cela, elle se retourna, prit un plateau avec des tasses propres, et alla les ranger derrière le comptoir, laissant Alexandre Dubois assis devant son café avec la sensation étrange, inconfortable et nécessaire d'un homme qui vient de poser la bonne question pour la première fois depuis longtemps et est prêt à attendre la réponse, même s'il ne sait pas combien de temps cela prendra. La dame à la résille lui remplit son café sans qu'il ne le demande. Alexandre le bute lentement. Dehors, rue de la Roquette, la ville restait la ville bruyante, irrégulière, remplie de gens qui portaient leurs propres histoires, sans savoir qu'à 4 mètres de distance, dans un petit restaurant avec une vierge peinte sur la façade, 2 personnes étaient dans le processus lent et difficile d'apprendre à se voir. Les pleurs du millionnaire et le nouveau départ. 3 semaines passèrent. Alexandre Dubois retourna à l'Espoir divin le lundi suivant, puis le mercredi et le vendredi. Il ne parla pas toujours avec Capucine. Parfois, il arrivait, prenait son café, laissait le pourboire dans la boîte de dons et partait sans qu'il n'y ait plus de 10 mots échangés entre eux. Mais il revenait, et elle le laissait revenir, ce qui n'était pas rien. La 3e semaine, un mardi de pluie fine, il arriva avec un dossier sous le bras. Capucine le vit entrer de la cuisine et sentit quelque chose qu'elle ressentait depuis des jours sans savoir encore comment le nommer. Un mélange de prudence et de curiosité, comme quand on se penche vers un endroit que l'on sait dangereux, mais que l'on sait aussi contenir quelque chose qui vaut la peine d'être vu. Il s'assit au comptoir, posa le dossier sur la surface en bois. « Je veux vous montrer quelque chose, dit-il. Sans pression. Je veux juste que vous le voyiez. » L'heure était calme. Capucine s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha. Il ouvrit le dossier. C'étaient des papiers de l'université Paris-Cité, spécifiquement de la faculté de médecine. Un programme de réinsertion pour étudiants aux études interrompues, équivalence de matière, système de tutorat accéléré, possibilité de réintégration au 3e semestre avec validation d'expériences pratiques documentées. Il y avait aussi une lettre d'une fondation privée sans en-tête d'Alexandre Dubois nulle part, sans aucune référence directe à lui, qui offrait une bourse d'entretien complète pour les candidats qui remplissaient certains critères, voire commencer des études de médecine, les avoir interrompus pour des raisons économiques, avoir moins de 35 ans, démontrer des capacités par un entretien avec le comité. Capucine lut tout en silence. Elle passa chaque feuille calmement, sans se presser, avec cette manière qu'elle avait de lire, comme si chaque page méritait le temps complet qu'elle nécessitait. À la fin, elle referma le dossier et le laissa sur le comptoir. « Cette fondation est-elle la vôtre ?» demanda-t-elle. « Non, dit Alexandre. C'est celle de ma mère. Elle l'a enregistrée il y a 15 jours. Elle voulait le faire. J'ai seulement aidé avec les démarches. » Capucine regarda le dossier un moment de plus. « Pourquoi votre nom n'apparaît-il nulle part ? Parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Et si mon nom apparaît dans quelque chose qui est pour vous, cela cesse d'être complètement pour vous. » Silence. La pluie continuait dehors, douce et régulière, le genre de pluie parisienne d'octobre qui n'effraie pas, mais accompagne. « Et si j'accepte ceci, dit Capucine d'une voix prudente, mais non froide, ce ne sera pas parce que je me sentirai redevable envers vous ou votre mère. Je le ferai pour moi. C'est pour cela que je vous l'offre, dit Alexandre. Parce que vous le méritez pour vous, pas pour ce que vous avez fait pour nous. Ce que vous avez fait pour nous, nous l'avons déjà mal payé, et le karma le fera payer quand il voudra. Ceci est à part, Capucine. Elle le regarda. Quand avez-vous décidé de faire cela ? Alexandre appuya ses coudes sur le comptoir. Il regarda son café un moment avant de répondre. La nuit où j'ai lu votre attestation d'études pour la première fois. J'étais au bureau. Il était 2 heures du matin, et j'ai pensé à la photo que votre grand-mère m'a montrée. Vous en blouse blanche souriant devant la faculté. Il fit une pause, et j'ai pensé que le monde est un endroit considérablement pire, parce que ce sourire n'est pas devenu médecin, et que s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour que cela arrive, même si c'était tard, même si cela ne changeait plus rien entre nous, c'était de le faire. Capucine ne répondit pas immédiatement. Il y eut un long silence de ceux qui ont une texture propre, dense, avec des choses qu'aucun des deux ne disait, mais qui flottaient dans l'espace entre eux, comme la vapeur du café fraîchement servi. Et alors, quelque chose se produisit qu'Alexandre Dubois n'avait pas calculé. Capucine Moreau, qui en 3 ans a travaillé chez lui, n'avait jamais pleuré devant lui, qui avait ramassé des verres par terre avec une blessure au doigt sans rien dire, qui avait démissionné avec une lettre de 2 paragraphes et une phrase de 6 mots, qui avait survécu 12 ans loin de chez elle et de son rêve, avec une dignité qui aurait fait honte à des personnes ayant 3 fois ses ressources. Elle ferma les yeux une seconde, et quand elle les rouvrit, elle avait des larmes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était de celles qui viennent quand on a porté quelque chose de lourd pendant longtemps et que soudain quelqu'un le voit et propose d'aider à le porter, et que le corps ne sait pas réagir autrement qu'en relâchant tout ce qui avait été tendu pour le soutenir. Elle s'essuya rapidement les yeux du revers de la main,
avec cette pudeur discrète de celle qui n'est pas habituée à pleurer en public. « Pardon, dit-elle. »« Non, dit Alexandre, ne t'excuse pas. » Et alors ce fut lui qui se surprit lui-même, car il sentit quelque chose dans sa poitrine qu'il ne sut nommer sur le moment, mais qu'il reconnaîtrait ensuite, dans le calme de son bureau cette nuit-là, comme la combinaison spécifique de honte et de gratitude et quelque chose de plus nouveau, quelque chose qui n'avait pas encore tout à fait de forme, mais qui poussait vers l'extérieur, avec une pression qui s'était accumulée depuis des semaines derrière tout ce qu'il avait découvert, et tout ce qu'il avait compris, et tout ce qu'il avait dû regarder dans le miroir, et reconnaître, ses yeux se troublèrent. Alexandre Dubois, qui n'avait pas pleuré en public depuis l'enterrement de son père, qui avait appris enfant que les hommes de sa classe gardaient ces choses pour les pièces fermées et les années solitaires, qui avait construit 20 ans de vie adulte sur la base de ne jamais montrer ce que cela lui coûtait, sentit que les larmes venaient, et pour la première fois depuis longtemps, il ne fit pas l'effort de les retenir. Il ne pleura pas de tristesse, il pleura d'une honte véritable, la seule qui transforme, celle qui vient de se voir clairement et de ne pas aimer ce que l'on voit, mais de savoir qu'il est encore temps d'être différent. Il pleura de soulagement aussi, ce soulagement étrange et physique de quand on lâche quelque chose qu'on portait depuis si longtemps qu'on ne se souvenait même plus du poids. Et il pleura de quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui avait la forme d'une femme en blouse blanche souriant devant une faculté, et d'une grand-mère de 82 ans qui lui avait dit la vérité sans lui demander permission, et d'un majordome qui priait seul dans des chambres vides, et d'une mère qui lui avait posé la main dessus et lui avait dit « Fais-le bien, Alexandre, fais-le bien, vraiment ». La dame à la résille jeta un coup d'œil depuis la cuisine, vit ce qu'il y avait à voir, et avec la sagesse pratique des personnes qui servent du café aux gens dans leurs moments difficiles depuis des années, elle rentra dans la cuisine et referma la porte doucement. Capucine ne dit rien, ne se rapprocha pas de lui ni ne s'éloigna, elle le laissa dans cet état, ce qui est la chose la plus respectueuse que l'on puisse faire quand quelqu'un pleure vraiment, ne pas interrompre, ne pas consoler trop vite, ne pas réduire le moment à quelque chose de gérable avant qu'il ne finisse d'être ce qu'il doit être. Quand Alexandre s'essuya les yeux du revers de la main, Capucine plaça le dossier sous son propre bras. « Je l'emporte, dit-elle, pour le lire tranquillement. »« C'est bon, dit Alexandre, je ne vous dis pas oui encore, je sais, je vous dis que je vais y réfléchir. C'est plus que ce que j'espérais. » Capucine le regarda un moment et alors elle dit quelque chose qu'Alexandre n'attendait pas. « Vous savez que vous n'avez pas acheté ça, n'est-ce pas ?»« Quoi ? Le pardon, le mien ? Le vôtre. » Capucine soutint son regard avec cette sérénité de toujours, mais maintenant il y avait quelque chose de plus derrière elle, quelque chose qui n'était pas de la dureté, mais de l'ouverture. Vous n'avez pas à créer une bourse, ni à utiliser vos contacts, ni à arriver avec des dossiers sous le bras. Cela aide, oui, mais ce qui change vraiment les choses, c'est ce que vous avez déjà fait. Venir, écouter, ne pas se défendre. Cela ne s'achète pas. Alexandre ne répondit pas. Il acquiesça une fois lentement. « Une condition, dit Capucine, celle que vous voulez. Si j'accepte la bourse, si je retourne à la faculté, si un jour je suis médecin, » elle fit une pause. « Vous allez apprendre à traiter les personnes qui nettoient votre monde. Pas pour moi, pour elles. Toutes celles qui étaient avant moi et celles qui viendront après. Apprenez à les voir. » Alexandre la regarda longuement. « J'essaie, dit-il. Pas j'essaie. Oui ou non ? Oui, dit Alexandre. Capucine acquiesça. Elle se retourna pour revenir à la cuisine. Puis elle s'arrêta une dernière fois sur le seuil de la porte, le dossier sous le bras et la pluie dehors, et le ventilateur tournant au-dessus, et la Vierge peinte sur la façade, regardant à l'intérieur, avec cette expression des vierges populaires, qui semblent toujours être au courant de tout, et approuver plus que ce qu'elles disent. « Bon appétit, monsieur Dubois, dit-elle. Et pour la première fois de toute l'histoire, ces mots ne sonnèrent pas comme les mots d'une femme de chambre à son patron. Ils sonnèrent comme les mots d'une personne à une autre, simple, directe, chargée du poids exact de tout ce qui s'était passé entre eux et de la possibilité encore fragile et encore ouverte de ce qui pouvait venir. Alexandre revint à son café. Dehors, la pluie d'octobre continuait de tomber sur Paris, sans distinguer entre les hôtels particuliers et les immeubles anciens, entre les jardins à arrosage automatique et les jardinières de bégonia, entre les toits chers et les toits simples, avec cette démocratie absolue de l'eau qui mouille tout ce qu'elle trouve et ne demande pas combien cela coûte. Ce que l'on construit quand il ne reste plus rien à prouver. 6 mois passèrent. Ce ne fut pas une transformation de film. Il n'y eut pas un moment exact où tout changea d'un coup. Aucune scène où la musique montait, et les deux se regardaient des côtés opposés d'un couloir illuminé, et le monde se réorganisait autour de cet instant. La vie réelle ne fonctionne pas comme ça, et Capucine Morrow était trop intelligente pour croire à ces versions des choses. Et Alexandre Dubois apprenait lentement, et avec effort à respecter cette intelligence, au lieu de s'en laisser intimider. Ce qu'il y eut, ce fut ceci. Lundi,
Mercredi et vendredi à l'espoir divin. Café, conversation, parfois silence, parfois une question de lui à laquelle elle répondait avec plus de profondeur qu'il ne l'avait espéré, et parfois une question d'elle qui le laissait sans réponse immédiate, et qu'il ramenait chez lui pour y réfléchir la nuit seul dans le bureau qui peu à peu avait cessé d'être le lieu où il s'enfermait avec son travail, et avait commencé à être le lieu où il s'asseyait pour penser à des choses qui n'avaient pas de rendement économique mesurable. Capucine accepta la bourse la 3e semaine de novembre. Elle le fit en personne au restaurant à 11h du matin, un jeudi sans pluie, avec le soleil entrant en oblique par la porte ouverte. Elle posa le dossier sur le comptoir, déjà signé, déjà avec les documents de réinsertion joints, et le fit glisser vers lui sans cérémonie. « J'y ai bien réfléchi, dit-elle. « Et ?» demanda Alexandre. « Et je veux toujours être médecin plus que je ne me soucie d'où vient l'argent pour le faire. » Une pause. « Pourvu qu'il soit clair que cela ne m'oblige à rien envers vous. Cela ne vous oblige à rien. » « Bien. » Et avec cela, elle retourna à la cuisine, et Alexandre Dubois resta avec le dossier signé entre les mains et une sensation dans la poitrine qu'il mit plusieurs jours à identifier comme de la fierté, non la sienne propre, mais celle que l'on ressent quand quelqu'un que l'on respecte fait preuve de courage. Le premier jour de cours de Capucine à la faculté de médecine fut un lundi de janvier froid et dégagé, avec ce ciel bleu de Paris en hiver qui semble laver de nuit pour le matin. Elle arriva tôt comme toujours avec son sac à dos marron et ses nouveaux cahiers, et cette façon de marcher qu'elle avait, la tête droite et le pas ferme comme quelqu'un qui sait où il va, même s'il ne connaît pas encore tous les chemins pour y arriver. Elle ne raconta pas à Alexandre comment s'était passée sa journée. Elle n'avait pas non plus à le faire. Mais le mardi, quand il arriva au restaurant, elle expliquait quelque chose d'anatomie à M. Henry, qui s'avéra être un homme de 70 ans qui avait voulu étudier la médecine jeune et n'avait jamais pu, et qui était devenu un client régulier du restaurant, en partie pour les plats, et en partie parce que Capucine lui racontait parfois des choses qu'elle avait apprises, et ses yeux brillaient d'une manière que la dame à la résille rappelait la mère. Alexandre s'assit sur son tabouret, il prit son café et écouta sans interrompre comment Capucine expliquait à M. Henry la différence entre tissu épithélial et tissu conjonctif, avec une clarté et une patience qui ne s'apprennent dans aucun livre, mais dans la conviction genuine que ce que l'on raconte vaut la peine d'être raconté. Quand M. Henry partit, satisfait et avec la tâche de chercher chez lui un vieux livre de biologie qu'il disait avoir conservé depuis les années 70, Capucine revint au comptoir et trouva Alexandre la regardant avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. « Quoi ?» dit-elle. « Rien ?» dit-il. « Je vous regardais juste. » Capucine le regarda une seconde. « Et vous avez raison. Que le monde est un endroit pire sans médecin comme vous. » Il fit une pause, même si vous n'êtes pas encore médecin. « Pas encore ?» dit Capucine avec un accent particulier sur ce mot qui était à la fois correction et promesse. Ce fut en mars que les choses commencèrent à être différentes, d'une manière qui n'était plus seulement la reconstruction de quelque chose de brisé, mais la construction de quelque chose de nouveau, ce qui est un processus complètement différent car il n'a pas de plan de référence ni de matériaux connus, et il faut découvrir la forme en la créant. Alexandre arriva un mercredi avec une question qui n'était ni d'affaires, ni de pardon, ni de rien de ce qui était arrivé avant. « Pourquoi la médecine ?» demanda-t-il. « De toutes les choses que vous auriez pu choisir. » Capucine nettoyait des verres et ne s'arrêta pas parce qu'à 12 ans, mon père est tombé malade, dit-elle. Quelque chose au cœur, ce n'était pas grave. Mais dans le village où nous vivions, il n'y avait pas de médecin proche et personne ne sut quoi faire pendant des jours. Ma mère priait, mes oncles faisaient des remèdes, et je restais assise à côté de mon père toute une nuit en pensant. Quelqu'un devrait savoir quoi faire. Quelqu'un devrait avoir les réponses quand les autres ne les ont pas. Elle remit le verre propre à sa place. Il s'est rétabli, mais je suis resté avec ça, avec l'idée que je voulais être la personne qui sait quoi faire quand les autres ne savent pas. Une pause, non pour être importante, mais pour que personne n'ait à être assis à côté de quelqu'un qu'il aime sans pouvoir rien faire. Alexandre ne répondit pas un moment. « Et votre père ?» demanda-t-il ensuite. « Il est mort quand j'avais 20 ans. D'autres choses. J'avais déjà quitté la faculté. » Elle le dit sans dramatisation, comme quelqu'un qui énonce des coordonnées sur une carte. « Je n'ai pas pu être le médecin que je voulais être pour lui, mais je peux l'être pour quelqu'un d'autre. » Alexandre regarda son café. « Ce que vous avez dit avant, dit-il, que j'ai beaucoup construit vers l'extérieur et que je n'ai pas su construire vers l'intérieur. Je l'ai dit il y a des mois. Je sais, j'y ai beaucoup pensé. » Il leva les yeux. « Je crois que mon père était pareil et que j'ai appris de lui sans le questionner, et que je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que quelqu'un me le dise en face. » Capucine le regarda. « Et maintenant, qu'allez-vous faire avec ça? Essayez de faire différemment, » dit Alexandre. « Je ne sais pas si j'y arriverai toujours, probablement pas, mais au moins maintenant je le vois. Avant, je ne le voyais même. » Capucine acquiesça une fois lentement du même geste
que Monsieur Jean acquiesçait quand quelque chose lui semblait vrai, mais encore insuffisant pour célébrer, ce qui est la réponse honnête face au travail en cours et pas encore terminé. « C'est quelque chose », dit-elle. « Oui », dit Alexandre, « c'est quelque chose. » Monsieur Jean sut avant personne comment les choses changeaient, parce que Monsieur Jean passait 30 ans à lire cette maison comme d'autres lisent le journal, avec attention, avec contexte, sans illusion, mais sans cynisme non plus. Il le sut quand monsieur commença à arriver dîner à 20 au lieu de 22. Il le sut quand il cessa de consulter son téléphone à table. Il le sut quand un matin il descendit lui-même à la cuisine, sans appeler personne, et demanda à Colette, la cuisinière, comment se préparait le bouillon qu'il faisait au restaurant de la rue de la Roquette, parce qu'il voulait apprendre à le faire. Colette le regarda comme s'il lui avait demandé comment voler. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, dit-elle, vous n'avez jamais fait bouillir de l'eau de votre vie. C'est pour ça que je demande, dit Alexandre. Monsieur Jean, qui écoutait depuis le couloir, dut couvrir sa bouche de sa main pour ne pas rire. Puis il sortit son chapelet de sa poche, le serra une fois et le rangea avec la satisfaction spécifique de celui qui prie pour quelque chose depuis longtemps et commence à voir que les choses bougent lentement, mais elles bougent. Le jour où Capucine et Alexandre marchèrent ensemble pour la première fois, ce fut un samedi d'avril sans plan, sans but déclaré. Il arriva au restaurant à midi et la trouva en train de fermer, parce que Madame Dubois fêtait l'anniversaire de son petit-fils et qu'ils avaient fermé tôt. « Où allez-vous » demanda Alexandre. « Nulle part d'urgent, dit Capucine. « Puis-je marcher un peu avec vous » Capucine le regarda. Évalua. C'était ce qu'elle faisait toujours avant de décider de quelque chose. Non pas douter, mais mesurer honnêtement si la chose avait du sens. « Un moment, dit-elle. » Ils marchèrent dans le quartier de Belleville, par le square Maurice Gardette, par le jardin des Tuileries, par les rues pavées, où les vendeurs de crêpes et les vendeurs de ballons et les couples de personnes âgées sur les bancs formaient ce tissu particulier d'une ville qui est vécue depuis des siècles et le montre sans honte. Ils parlèrent de leur famille de l'Auvergne, des frères et sœurs de Capucine qui avaient étudié grâce à elle et qui avaient maintenant leur propre vie, avec leurs propres emplois et leurs propres jeunes enfants qui l'appelaient Tata Capu au téléphone le dimanche. De la mère d'Alexandre, qui allait mieux, qui avait commencé à sortir dans le jardin le matin, qui avait demandé à Colette de lui apprendre à cuisiner la blanquette de veau, parce qu'elle disait vouloir apprendre avant de manquer de temps pour apprendre des choses. « Votre mère et moi, nous nous ressemblons plus que je ne le croyais, » dit Capucine à un moment donné. « En quoi ? En ce que nous avons toutes les deux perdu du temps à attendre que quelqu'un d'autre voie ce dont nous avions besoin. Et en ce que nous avons toutes les deux atteint un point où nous avons décidé d'arrêter d'attendre. » Alexandre fit un pas en silence. « Et moi ? En quoi je ressemble à mon père ? Je ne sais pas encore bien, » dit Capucine, mais de moins en moins. C'était le compliment le plus étrange qu'Alexandre ait reçu dans sa vie, et aussi, sans qu'il puisse expliquer complètement pourquoi, celui qui lui importait le plus. Ils s'arrêtèrent devant une petite fontaine sur une place secondaire, de celles qui n'apparaissent pas dans les guides touristiques parce qu'elles sont trop quotidiennes pour mériter mention, mais qui sont là depuis des décennies, recevant des pièces de monnaie des gens qui croient encore que cela vaut la peine de demander quelque chose à l'eau. « Que demanderiez-vous à la fontaine » demanda Capucine en regardant l'eau. Alexandre considéra la question avec le sérieux qu'elle donnait à tout. « Que le temps suffise », dit-il enfin. « Pourquoi faire ? Pour bien faire. Une pause pour toutes les années où je ne l'ai pas fait. » Capucine regarda l'eau un instant de plus, puis mit la main dans la poche de son manteau, sortit une pièce d'1 euro et la posa dans la paume d'Alexandre sans rien dire. Il la regarda. « Pour moi, pour que vous demandiez, dit-elle. Moi, j'ai déjà demandé le mien il y a longtemps. Je crois qu'on me l'accorde. » Alexandre referma ses doigts autour de la pièce, la regarda une seconde et la lança à l'eau. Il ne dit pas à voix haute ce qu'il demanda, mais Capucine, qui apprenait depuis des mois à lire ce visage qu'avant elle n'avait pas eu de raison de lire, crut le comprendre de toute façon et ne dit rien parce qu'il y a des choses que l'on respecte plus en silence qu'avec des mots, et parce que la fontaine, en tout cas, savait déjà ce qu'elle devait savoir. Ils continuèrent de marcher hors du centre historique. Paris restait cette ville immense, complexe et magnifique, qui n'avait demandé la permission à aucun des deux pour les former, comme elle les avait formés. Elle avait la rareté et la dignité, et des livres soulignés dans des chambres de 4 mètres carrés. Lui avec l'argent et la solitude, et l'habitude de ne pas regarder ce qu'il ne convenait pas de voir. 2 personnes construites par la même ville de manière si différente qu'il devrait être impossible qu'elles trouvent quelque chose en commun. Et pourtant, ils étaient là, marchant sur les mêmes trottoirs irréguliers sous le même ciel bleu d'avril, avec la même pièce lancée dans la même eau, demandant sans le savoir exactement la même chose. Du temps pour bien faire, du temps pour construire maintenant, enfin, vers l'intérieur. Monsieur Jean récita le chapelet en entier cette nuit-là, les 5 mystères, pour la première fois depuis des années. Non pas parce que les choses étaient résolues, elles ne l'étaient pas,
Et il le savait, et il le savait. Et c'était bien parce que les choses importantes se résolvent rarement d'un seul coup, mais qu'elles se résolvent petit à petit dans le travail quotidien et dans les conversations honnêtes, et dans l'effort soutenu de deux personnes qui décident chaque jour de continuer à essayer. Il pria parce que les choses bougeaient, parce que monsieur était descendu demander comment on faisait le bouillon, parce que Capucine était de retour dans une salle de cours avec sa blouse blanche et ses cahiers soulignés, parce que madame Geneviève sortait dans le jardin le matin, parce que parfois la vie, avec toute sa tendance au désordre et à l'injustice et à arriver en retard, arrive de toute façon, le jour où tout a eu un nom. Il y avait une tradition à la faculté de médecine de l'université Paris-Cité que les étudiants de première année ne connaissaient pas avant que quelqu'un ne la leur raconte. Le dernier vendredi de chaque mois, les professeurs des premiers semestres demandaient à leurs élèves d'écrire sur une feuille anonyme la réponse à une seule question. « Pourquoi veux-tu être médecin ?» Ce n'était pas noté. Ce n'était pas lu à voix haute, sans permission. C'était un exercice privé, presque rituel, que le docteur Martin, anatomie 2e semestre, 40 ans d'enseignement, et toujours avec l'habitude d'arriver 10 minutes avant ses élèves, avait instauré, car il disait que les médecins qui oublient pourquoi ils ont commencé sont ceux qui finissent par faire du mal sans le savoir. Capucine l'écrivit en avril, un vendredi de pluie douce avec sa petite écriture soignée qui occupait exactement l'espace nécessaire et pas plus, parce qu'un jour je me suis assise à côté de quelqu'un que j'aimais et je n'ai pas su quoi faire. Et j'ai décidé que jamais plus je ne serais dans cet endroit, sans réponse, non pour être importante, mais pour que les gens que j'aime n'aient pas à avoir peur quand je suis là. Elle la plia. Elle l'arrondit et sortit de la classe le sac à dos sur l'épaule et le soleil de l'après-midi entrant par les couloirs de la faculté, comme s'il savait que ce jour méritait un peu plus de lumière que les autres. Alexandre apprit cette tradition des mois plus tard, quand Capucine le lui raconta au restaurant un mardi de juin, presque sans le vouloir au milieu d'une conversation sur autre chose. Il ne demanda pas ce qu'elle avait écrit, mais il y pensa pendant des jours avec cette nouvelle habitude qu'il avait développée de retenir ce qu'elle disait et d'y réfléchir en silence jusqu'à ce qu'il en trouve le fond. Ce qu'il trouva au fond était ceci, que Capucine Moreau avait passé 12 ans à porter une vocation que personne ne l'avait aidé à soutenir, et que malgré cela, ou peu, être précisément pour cela, cette vocation ne s'était pas éteinte. Elle avait seulement attendu avec la patience spécifique des choses qui sont vraies, qui n'ont pas besoin qu'on les protège pour continuer à être ce qu'elles sont. Alexandre pensa à combien de choses dans sa propre vie avaient attendu ainsi, en silence, sans qu'il ne s'en occupe, et il pensa qu'il était encore temps de s'en occuper. Ce fut aussi en juin qu'Alexandre Dubois fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis la mort de son père, 21 ans auparavant. Il entra dans une église qui n'était pas pour un mariage ou un enterrement. Ce ne fut pas le dimanche, ce fut un mercredi après-midi, seul, sans le dire à personne, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui se trouvait à 4 pâtés de maison du restaurant. Il entra par la porte latérale, s'assit sur l'un des bancs du fond, et resta là un long moment à regarder l'autel, avec ce mélange d'étrangeté et de familiarité de celui qui revient dans un lieu qu'il connaît d'une autre vie. Il ne pria pas exactement. Il ne savait pas s'il savait encore comment, mais il pensa à son père, qui avait aussi été un homme très tourné vers l'extérieur et peu vers l'intérieur, et qu'il avait voulu imiter, sans le savoir, jusqu'à ce que quelqu'un le lui dise en face. Il pensa à sa mère, qui avait appris à guérir en silence, parce que personne ne lui avait donné d'autre option. Il pensa à Monsieur Jean avec son chapelet en bois d'olivier. Il pensa à Madame Simone de 82 ans, lui disant la vérité sans lui demander permission. Et il pensa à Capucine, à la photo en blouse blanche, à Mieux qu'avant, à la pièce, à la fontaine, à tout l'espace qu'il y avait entre ce qu'il avait été et ce qu'il essayait d'être, et au travail que cet espace représentait. Et que pour la première fois depuis longtemps, ce travail ne lui semblait pas une punition, mais quelque chose qui valait la peine d'être fait. Il sortit de la cathédrale quand le soleil était déjà bas et la place était pleine de monde rentrant chez soi. Il s'arrêta un moment sur les marches, regardant la ville qu'il avait vécue toute sa vie, sans voir la moitié de ses parties, et pensa que Paris était plus grande qu'il ne l'avait cru, non pas en kilomètres, mais en couches. La dernière fois que Monsieur Jean vit Capucine au restaurant, ce fut un jeudi de juillet quand il alla, sur instruction de monsieur, lui remettre une enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une seule feuille, l'attestation officielle de la fondation de Madame Geneviève, confirmant le renouvellement de la bourse pour les 4 années restantes du cursus, avec une note écrite à la main en marge, de l'écriture d'Alexandre, qui disait uniquement « sans condition, sans dette, sans rien à rendre ». Capucine lut la feuille, plia l'enveloppe, la rangea dans son sac à dos. « Comment va, monsieur ?» demanda-t-elle à Monsieur Jean. Il considéra la question avec l'honnêteté qu'elle méritait. « Il apprend, dit-il. Lentement, mais il apprend. » Capucine acquiesça. « Et vous, Monsieur Jean, comment allez-vous » Monsieur Jean sourit. C'était une question que peu de gens lui posaient,
et que Capucine lui avait toujours posée. Dès le premier jour où elle était arrivée à la maison, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, de demander comment allait la personne qui servait le café avant de se soucier du café. « Bien, Capucine, » dit-il, « mieux que depuis longtemps. » Elle lui posa la main sur le bras un moment, ce geste simple et suffisant qu'elle avait pour les choses qui importaient vraiment. Puis elle alla s'occuper d'un client qui venait d'entrer, et Monsieur Jean resta debout à la porte de l'Espoir divin, regardant l'intérieur de ce petit restaurant rempli de lumière de juillet, avec son ventilateur de plafond et ses 3 tables en formica et sa Vierge peinte sur la façade. Et il pensa qu'il y a des lieux dans le monde qui ont plus d'âme que les palais, et qu'on apprend à les voir que lorsqu'on cesse de mesurer les choses à leur coût. Il sortit rue de la Roquette d'un pas tranquille de ses 70 ans et son chapelet en bois d'olivier dans sa poche, ce qui était tout ce qu'il avait besoin de porter. Le jour où tout eut un nom fut un samedi d'août, avec le ciel blanc de nuages élevés et l'air de Paris, avec cette odeur particulière de la saison des pluies. Terre mouillée, fleurs, quelque chose qu'on ne peut pas entièrement identifier, mais que les Parisiens reconnaissent comme leur depuis l'enfance. Alexandre arriva au restaurant à midi. Capucine terminait son service. Ils sortirent ensemble sans l'avoir planifié. Ils marchèrent jusqu'à la place de la Petite Fontaine, où ils avaient lancé la pièce en avril, et s'assirent sur un banc sous un arbre qui offrait une ombre généreuse et sans prétention. Ils restèrent un moment sans parler, ce qui ne leur était plus inconfortable, bien au contraire. L'une des choses qu'Alexandre avait apprises ces mois-ci était que le silence partagé avec quelqu'un en qui on a confiance est une forme de conversation qui n'a pas besoin de mots pour dire ce qu'elle a à dire. Ce fut Capucine qui parla la première. « Je veux vous dire quelque chose, » dit-elle. « Dites-moi, ce qui s'est passé entre nous commença avec cette précision qui lui était propre pour les choses importantes. Ce fut injuste dès le début. Vous aviez tout le pouvoir et moi aucun. Et cela ne peut s'effacer, ni se romancer, ni faire semblant de ne pas avoir existé. Car cela a existé et a laissé des marques. » Alexandre écouta sans interrompre. « Mais il est aussi vrai, » continua Capucine, « que vous avez fait quelque chose, que beaucoup de gens avec votre pouvoir ne font pas. Vous vous êtes arrêté, vous vous êtes regardé, et vous êtes resté debout même si cela faisait mal. Une pause. Cela n'efface pas tout, mais c'est réel. Et je ne suis pas de celles qui ignorent le réel pour maintenir une version plus simple des choses. Que me dites-vous » demanda Alexandre d'une voix qui n'essayait pas d'anticiper la réponse, mais de la recevoir sincèrement. Capucine le regarda. « Que je suis là, » dit-elle, « non pas comme employé, non pas parce que je vous dois quelque chose. Je suis là parce que j'ai décidé de l'être et tant que cela sera vrai, je continuerai de l'être. » Alexandre mit un moment à répondre parce que la réponse qu'il avait été trop importante pour se presser. « Je suis là aussi, » dit-il enfin, « et je continuerai de l'être, non pas parce que je le mérite encore, mais parce que je travaille pour le mériter. » Capucine acquiesça une fois, puis regarda vers la fontaine, où l'eau continuait de recevoir des pièces de gens qui continuaient de croire qu'il valait la peine de demander des choses. Et quelque chose sur son visage s'arrangea dans une expression qu'Alexandre avait très rarement vue et qui chaque fois qu'elle apparaissait lui semblait la chose la plus précieuse qu'il y avait sur cette place, dans cette ville, dans ces 6 mois de travail lent et honnête. La paix, non pas la paix de celui qui n'attend plus rien, mais celle de celui qui est exactement là où il a décidé d'être. « Savez-vous ce que ma grand-mère m'a dit quand je lui ai raconté que j'étais de retour à la faculté ?» dit Capucine. « Que t'a-t-elle dit ?» Elle m'a dit « Ma fille, la vie fait parfois de très longs détours pour te mener exactement là où tu aurais toujours dû être. » Une brève pause. Et puis elle m'a dit que si Monsieur Dubois me manquait de respect de nouveau, de la prévenir pour qu'elle s'en occupe personnellement. Alexandre éclata d'un vrai éclat de rire, complet, de ceux qui n'ont ni calcul ni image à maintenir. L'éclat de rire de quelqu'un qui a enfin appris que rire de soi est l'une des rares grâces qui ne coûte rien et vaut énormément. Capucine le regarda rire, et quelque chose sur son visage fit ce qu'elle faisait très rarement, presque jamais, seulement dans les moments où la garde baissait d'elle-même, parce qu'il n'y avait plus de raison de la maintenir. Elle sourit. Pas le petit sourire contenu des mois précédents, le sourire de la photo en blouse blanche, ouvert, sans réserve, celui de quelqu'un qui croit de nouveau que le monde peut tenir ses promesses, même si c'est tard, même si cela fait des détours, même si cela arrive de manière que l'on n'aurait jamais imaginé. La fontaine continua de recevoir des pièces, l'arbre continua de donner de l'ombre. Paris continua d'être cette ville immense et vivante qui ne demande la permission à personne pour continuer d'être ce qu'elle est. Et les deux restèrent assis sur ce banc le temps qu'ils voulurent, sans hâte, sans agenda, sans rien à prouver à personne, construisant en silence et en paroles, et dans la simple compagnie de l'autre quelque chose qui n'avait pas encore de nom complet, mais que les deux reconnaissaient, chacun à sa manière, comme le début de quelque chose qui en valait la peine.